Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Parlons laïcité, nouvelle émission, nouvelle thématique de nouveau encore, puisque aujourd'hui nous sommes le jeudi 2 octobre 2025 et aujourd'hui nous allons vous parler de la laïcité et des lois confortant le respect des principes de la République. Une loi du 24 août 2021 me semble-t-il. Et pour cela, pour cette magnifique émission, où on remercie la MJC Simone Signoret de nous accueillir de nouveau, puisque nous sommes revenus après ces petites escarpades en septembre au centre social Jacques Prévert. Nous sommes revenus donc dans des locaux qui nous accueillent là-dessus. Et donc pour cette émission, nous aurons Samuel Damon, l'invité, président de l'école Marianne. Bonjour Samuel. Bonjour. Voilà, qui va nous parler un petit peu de cette loi qui est assez récente, mine de rien, et de voir tout cela. Bien sûr, pour l'interviewer, notre immanquable éternel Alain. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et tous. Voilà, qui va, comme à l'accoutumée, nous faire la première partie de l'émission avec Samuel, pendant que la deuxième partie de l'émission, vous pourrez, bien sûr, le public, poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, pendant tout ce temps-là, nous aurons l'incroyable, le titanesque, le magnifique, le splendide Jean-Cri, notre caricaturiste. Bonjour Jean-Cri. Bonjour, bonjour. Il est toujours aussi étonnant. Je pense que tu mets un mois à les préparer, c'est trop fort. Je ne dirais pas que je fais ça de manière spontanée parce que ça serait invivable. Non, pour commencer, eh bien c'est maintenant et bonne émission. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Samuel Damon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'école Marianne. C'est quoi l'école Marianne ? Bonjour, merci de me recevoir. Merci pour votre invitation. Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui participer à cette émission. Qui suis-je ? Bon, Samuel Damon, je suis président de l'école Marianne depuis 1 an. J'ai été élu en août 2024. À la fois étudiant en droit et sciences politiques. Je suis également salarié dans le domaine de la laïcité puisque je forme à la laïcité. Et donc président de l'école Marianne. Qu'est-ce que l'école Marianne ? On est une association qui existe depuis 2021. On travaille autour de la transmission de la citoyenneté. Quand je parle de transmission de la citoyenneté, je parle de transmettre le fonctionnement des institutions de la République, transmettre les valeurs de la République, transmettre l'être citoyen. Je suis citoyen d'une société et j'en suis acteur, pleinement acteur. Notre mission, elle repose en réalité en 2 plans. D'abord la formation et ensuite la sensibilisation. Nous d'abord, on va intervenir grâce à notre institut de formation, l'Institut Marianne. On va intervenir dans les écoles, les collèges, les lycées, universités, groupes d'adultes, extrascolaires. On intervient notamment dans des associations populaires et même dans le milieu professionnel parfois pour former donc à la citoyenneté. Et puis notre deuxième axe d'action, c'est la sensibilisation, qui je crois n'est pas la même chose que la formation. Quand on forme, on met des gens autour d'une table et on leur explique théoriquement, même en les faisant participer, mais ça reste de la formation. La sensibilisation, c'est pouvoir mener des actions plus larges qui vont toucher les gens à travers un sujet qui touche la citoyenneté pour les ramener à leur citoyenneté. Donc nous, en termes de sensibilisation, pas mal de choses là aussi. D'abord, on a sorti ce qu'on appelle la mallette Marianne avec l'État, avec l'Association des maires de France et avec la région Île-de-France. La mallette Marianne, c'est quoi ? C'est une plateforme en ligne de recensement, de référencement d'un certain nombre d'acteurs, de ressources pédagogiques et de formation autour de la citoyenneté. L'objectif, il est très clair, créer un annuaire de la citoyenneté en ligne. L'objectif, c'est que la personne qui vienne sur Internet chercher un outil, un acteur autour de la citoyenneté, il puisse tomber sur une plateforme où on lui propose un certain nombre d'autres choses et où il peut vaguer à un certain nombre de choses qui peuvent exister, notamment au local, sur la citoyenneté. La deuxième chose que nous on va faire, c'est notre média, qui s'appelle le média citoyen, qui est notre média
qu'on dit pour faire vivre la République. Ce média-là, aujourd'hui, il se compose de 3 pans. D'abord, on est en ligne, où nos rédacteurs bénévoles publient régulièrement des articles, etc. Ensuite, on a notre revue, la revue Citoyen. Là, c'est 150 à 200 pages sur la citoyenneté qui sortent 2 fois par an et qu'un certain nombre de régions nous achètent, d'écoles nous achètent. Et puis, on a Citoyen le Mag, c'est 40 pages, un peu un condensé, qu'on envoie à l'ensemble de nos adhérents. Et puis enfin, nous, on est aujourd'hui présents partout en France. On est 22 antennes, en métropole comme en outre-mer. Hein, on est à La Réunion, on est en Corse notamment, et où on organise des conférences, des tables rondes, des événements toujours autour de la citoyenneté. Nice, par exemple, est en train d'organiser un sommet de la femme. Lille a interviewé des rescapés du Bataclan dernièrement. On a fait une super conférence autour de la laïcité à Paris l'année dernière avec l'antenne de Paris. Bordeaux intervient dans les prisons. Un certain nombre de projets qui remontent de nos adhérents la plupart du temps, leur envie, ce qu'ils veulent faire pour faire vivre la citoyenneté sur les territoires et pour permettre d'intéresser le plus grand nombre. Voilà un peu tout ce qu'on fait. Je reviens un peu en arrière, là. Citoyen, comment est-ce qu'on y accède? Sur Internet? Sur Internet, oui. Vous allez sur le site de l'école Marianne ou sur citoyenlemedia.fr et également pour la Mallette Marianne, mallettemarianne.org sur Internet et vous accéderez à tout ça. Comment vous est venue cette idée de créer cette association? Alors, c'est pas moi qui l'ai créée. L'association, elle a été créée en 2021 à la suite d'un rapport des jeunes IHEDN, qui est une association des IHEDN, pardon, de cette structure qui rassemble notamment les étudiants de cet institut. Pardon, IHEDN, ça veut dire Institut, vous me posez une colle là. Des hautes études de défense nationale, je crois. D'accord. Et les jeunes IHEDN ont sorti effectivement un rapport sur la radicalisation, où ils faisaient un certain nombre de propositions, et notamment celle de créer une plateforme en ligne autour de la citoyenneté. Et s'en sont saisis un certain nombre de personnes qui ont participé à ce rapport-là, et ce qui a créé la Mallette Marianne. Et quand j'ai récupéré la présidence de l'association il y a 1 an, on a élargi nos actions à la transmission de la citoyenneté. Et depuis 1 an, on s'est largement développé partout. C'est là qu'on a vraiment travaillé autour de la transmission de la citoyenneté, qu'on allait au-delà simplement de la lutte contre les radicalisations. Cette loi qui conforte les principes de la République, mais en quoi? Alors, la loi confortant les principes de la République, on a d'abord appelé la loi séparatisme. C'est une loi donc, de 2021, le gouvernement avait commencé à en parler dès 2020, et en réalité, elle fait suite à quoi? Elle fait suite à un certain nombre d'événements qui se sont déroulés, les attentats de 2015 évidemment, mais plus récemment, avant cette loi, l'attentat qui a visé Samuel Paty. Et cette loi, en réalité, elle avait pour objectif principalement de réappuyer les principes de lutte contre le séparatisme, le principe de laïcité, et en réalité de remettre les choses un peu à plat, si je puis dire. Et donc, dans cette loi, on va retrouver beaucoup de répétitions de ce qui existe déjà. Elle va rappeler un certain nombre de principes, la neutralité des fonctionnaires par exemple, ou des choses comme ça qui en réalité existaient déjà, où la loi va venir réappuyer ça. Et puis, elle apporte aussi un certain nombre de nouveautés. D'abord, dans le cadre de l'enseignement, de l'éducation, puisqu'elle vient restreindre l'accès à l'enseignement à la maison. Vous savez, des élèves peuvent, sur un certain nombre de conditions, faire l'école à la maison et ne pas aller à l'école. Avant cette loi, ne pas aller à l'école et faire l'école à la maison, c'était quelque chose qui était simplement, vous déclariez que vous faisiez ça et c'était fini. Depuis cette loi, il faut demander l'autorisation. Et donc on a affaire à une autorisation préalable, ce qui fait effectivement qu'on a pu restreindre drastiquement les personnes qui faisaient l'école à la maison et lutter évidemment contre ces familles qui ne mettaient pas leurs enfants à l'école. Et où ils enseignaient à leurs enfants non pas les principes de la République et le programme de l'éducation nationale, mais qui allaient dans le séparatisme. La deuxième chose de cette loi, c'est qu'elle va évidemment lutter contre les discours de haine en ligne, où elle va renforcer les moyens d'action sur ces questions-là. On a également une partie sur le financement étranger des cultes, là où avant cette loi, ça n'était en réalité pas du tout contrôlé. Là, on va vers la déclaration, la transparence totale des associations qui doivent régulièrement publier leurs comptes, déclarer qu'ils ont eu des financements étrangers. Et ça, pourquoi? Eh bien, principalement pour lutter contre des pays étrangers qui pourraient financer des associations cultuelles et qui derrière, ou pas cultuelles d'ailleurs, et qui derrière pourraient se transformer en discours politique et en radicalisation. Et la dernière chose, et c'est celle qui, moi, m'intéresse tout particulièrement, parce qu'on a beaucoup travaillé sur cette question-là, c'est l'instauration de ce qu'on appelle le contrat d'engagement républicain. Le contrat d'engagement républicain, c'est un contrat
passer entre l'État et les associations qu'elle subventionne. Concrètement, aujourd'hui, depuis cette loi-là, quand vous demandez une subvention au titre de votre association, on vous demande de signer, dès la demande de subvention, ce contrat-là. Ce contrat, il va reprendre en réalité les grands principes de la République. Il va reprendre les valeurs de la République. Principe de pratiquer ses actions dans le strict respect de la laïcité politique et culturelle. Il va effectivement permettre à ce qu'on lutte contre les discriminations, pas de discrimination dans les associations. Bref, ce contrat-là, il est là pour rappeler les grands principes de la République et les associations donc, le signent et s'engagent à le respecter. Et si vous ne le respectez pas, on vous retire vos subventions. Alors, c'est pas quelque chose qui s'est réellement beaucoup passé, puisque très peu d'associations se sont vues retirer leurs subventions auparavant. Par contre, ça a permis de filtrer, et un certain nombre d'associations n'ont pas vu de subventions arriver via ce contrat-là. Pour finir peut-être sur cette loi en général, c'est une loi en réalité qui, je pense, apporte beaucoup aujourd'hui à la laïcité, mais je pense qu'il faut la voir comme une boîte à outils. Et je pense que c'est pas l'unique chose qui va résoudre tous les problèmes. C'est pas la loi qui va faire en sorte que la citoyenneté va être révolutionnée, que la laïcité va être révolutionnée, pas du tout. C'est quelque chose, une boîte à outils où on a rappelé un certain nombre de principes, on en a rajouté d'autres et on a permis de remettre les choses dans leur contexte. Mais je pense que la lutte pour la laïcité, pour la transmission de la citoyenneté, sur laquelle on est, nous, chez l'école Marianne, beaucoup engagés, c'est quelque chose qui va au-delà d'une loi et qui est un travail quotidien. Donc c'est des outils, mais je crois qu'il faut aller au-delà de cette loi-là, sinon on ne peut pas y arriver. Et puis cette loi, elle peut être vue dans un certain sens, sur certains points, comme un recul aussi. Et je pense notamment, et je l'évoquais juste avant mon intervention, à la gestion des établissements religieux. Vous saviez qu'auparavant, donc la loi de 1905 a fait en sorte que tous les établissements religieux, effectivement, qui existaient avant 1905, appartiennent à l'État. Et vous saviez que pour effectivement permettre à ce qu'une commune puisse revendre ce bâtiment religieux, alors il fallait d'abord qu'il n'y ait plus de culte qu'il s'y pratique, et ensuite qu'on ait une durée de 5 ans avant de pouvoir le revendre, ce qui évitait la spéculation autour des bâtiments religieux. Cette loi vient retirer ce délai de 5 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, une mairie peut revendre sans attendre ces 5 ans-là les bâtiments de culte où on ne pratique plus le culte. Sinon, ils sont obligés de les garder. Et on peut aussi penser sur cette question-là, effectivement, que c'est un recul, parce que donc on peut aller sur la spéculation financière, et par conséquent, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Je reviens un peu en arrière sur le contrat d'engagement républicain. Oui. Ça ne s'adresse qu'aux associations. Le contrat d'engagement républicain, c'est un contrat qui est mis en place pour les associations qui obtiennent effectivement des subventions publiques. Donc c'est toutes les associations qui vont demander une subvention. Dans toute demande de subvention a été sur le CERFA, à la fin, maintenant vous avez une nouvelle phrase qui est apparue. Vous acceptez ce contrat d'engagement républicain. Là où je pense que ça pose un réel problème, c'est que encore faut-il comprendre de quoi il s'agit. Et si peut-être à la base cette idée était bonne et allait dans le bon sens, aujourd'hui elle en est rétrogradée, mais un petit carré sur une demande de subvention. Et vous demandez à un certain nombre d'acteurs associatifs, ils ne sauront pas ce que c'est que le contrat d'engagement républicain. Or d'ailleurs la loi oblige au moins les dirigeants à se former et à savoir parfaitement ce que c'est ce contrat qu'ils signent et de pouvoir diffuser à leurs adhérents et permettre que l'ensemble des adhérents puissent être au courant de tous ces grands principes. C'est pourquoi nous, chez l'école Marianne, on a mis en place cette mallette Marianne à la base avec ce premier cours qu'on a fait nous-mêmes, notamment avec toujours le soutien, je rappelle, de l'État, de l'éducation, donc c'était Intérieur, Jeunesse, Éducation nationale, de l'Association des maires de France et de la région Île-de-France. Nous, on a fait un cours 100% en ligne. Donc, pas de faire une visio, il n'y a pas de temps à prendre, c'est pas à 5 heures un samedi après-midi, non. C'est quand vous le souhaitez, en ligne, ça dure 1 à 2 heures, ou avec des intervenants en vidéo, on en a au nombre de 9 d'intervenants, je pense notamment à Pierre Juston, doctorant, on a des spécialistes, on a la porte-parole du ministère de l'Intérieur également qui est intervenu dans ce cours-là, et qui forme complètement les dirigeants associatifs à cette loi-là, qui reprennent tous les principes de cette loi et qui vont jusqu'au bout pour les amener d'abord à réfléchir et à comprendre la gestion des choses. On a voulu apporter à cette formation une dimension très pratique. L'objectif, c'est pas seulement de leur donner de la théorie et de faire en sorte que, une fois la théorie donnée, advienne que pourra, on verra bien s'ils savent gérer. Non. On a mis un certain nombre d'exemples pratiques avec des mises en situation très pratiques, des vidéos 3D où on voit des personnages en mouvement et qui donnent lieu à une situation
Et la personne doit savoir pouvoir répondre à cette situation avec la théorie qu'elle a pu voir avant. Donc c'est vraiment une formation à la fois théorique et pratique, une formation qui va vraiment former et qui est validée puisqu'on demande à la personne, une fois la formation faite, un QCM où il faut qu'il obtienne 70% à ce QCM pour qu'on valide cette formation et qu'on atteste qu'il s'est formé et qu'il est effectivement en capacité de pouvoir la comprendre et l'appliquer. Et les deux éléments sont absolument essentiels. Est-ce que vous avez noté un certain nombre de résistances de la part des associations qui peut-être ont l'impression de perdre leur liberté ? À titre personnel, je n'ai jamais eu affaire à une association qui m'a dit que ça venait contre sa liberté. C'est effectivement un argument qu'on a beaucoup entendu. Ça allait contre la liberté d'association, etc. Moi, je crois pas. Je crois que ça va dans le bon sens. C'est simplement réaffirmer des principes qui doivent être des principes qui font vivre chacune et chacun. Et si on vit en société, c'est qu'il faut respecter un certain nombre de règles. Je ne pense pas que être contre la lutte contre les discriminations et le fait qu'on ne fait pas de discrimination sur une association soit réellement une entrave à la liberté. Par conséquent, non. Par contre, on remarque qu'un certain nombre d'associations ne veulent pas se former. Ça, oui. Non pas parce que ça contrevient à leur liberté, mais parce qu'ils n'ont pas envie. C'est pas quelque chose qui les intéresse. Et donc on remarque bien que, et ça va jusqu'à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment un petit carré sur une feuille de demande de subvention, puisque un certain nombre d'associations, et notamment sportives, nous, en fait, si vous voulez, on démarche beaucoup d'associations, on leur dit, voilà, on a cette formation, on vous propose, beaucoup nous répondent, pas le temps, pas envie, on a autre chose à foutre, au revoir. Non. Donc nous, on essaye, et on est toujours dans cet élan d'aller effectivement chercher les associations, leur montrer que c'est important, les former. Un certain nombre d'associations sont formées, ont imprimé, ensuite les récaps, les ont affichés dans leurs locaux, et c'est bien, mais je pense qu'il y a un vrai travail encore à mener sur le développement de ce contrat-là, qui est utile comme outil, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'outil ne suffit pas, encore faut-il pouvoir l'appliquer sur le terrain. Le constat est un peu mitigé sur le sujet. Il n'y a pas de contrainte particulière à la non-application du contrat. Si ce contrat a été signé par une association, qu'elle a des subventions et qu'elle ne le respecte pas, alors on peut lui demander de restituer ses subventions. Et en plus, elle se met sous les coups, enfin, je veux dire, vous discriminez dans votre association, vous vous mettez aussi sous le coup pénal. Donc ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, effectivement, si vous ne respectez pas ce contrat, vous risquez de voir vos subventions récupérées et vous risquez derrière parce que vous ne respectez pas les principes de la République. Et vous avez des exemples comme ça d'associations qui ont été contraintes, dissoutes Alors, c'est pas la même chose. Contrainte de restituer les subventions, ça ne veut pas forcément dire une dissolution de l'association. En l'occurrence, il y en a eu très peu. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu très peu d'associations, je n'ai pas de chiffre exact, mais il y en a eu très peu, moins d'une dizaine d'associations qui ont dû restituer des subventions. Par contre, là où effectivement la loi de 2021 a permis une avancée, c'est, vous le disiez, sur la dissolution des associations. Elle a permis objectivement de favoriser et de simplifier les dissolutions. Et d'ailleurs, on remarque dans le bilan de cette loi que ces dissolutions se sont accentuées puisque je crois que c'est de 2012 à 2021, vous aviez un peu plus de 25 dissolutions. Et vous prenez 2021 au 1er janvier 2025, vous en aviez 27. Donc en réalité, en 9 ans, on a fait à peu près ce qui vient d'être fait en 4 ans. Par conséquent, les dissolutions sont effectivement accentuées, notamment par le biais de cette loi qui a permis de simplifier les marches et de simplifier la dissolution d'associations qui ne respecteraient pas les principes de la République. En passant, vous avez parlé aussi du financement de l'étranger. Oui. Ça concerne qui ? Ça concerne quoi ? Les associations. Et comment ça se passe pour trouver ce financement ? Quand avant cette loi-là, ces associations avaient un certain nombre de financements étrangers qu'elles ne déclaraient pas. Et on remarquait qu'il y avait un certain nombre de dérives avec des associations qui effectivement devenaient politiques et utilisaient cet argent-là pour répandre une idée politique en France, ce qu'on appelle la radicalisation. Notamment avec ce qu'on appelle effectivement les subventions d'associations qui allaient du culte à l'idée politique qui arrivait du culte. Aujourd'hui, elles doivent publier l'ensemble de leurs comptes et publier l'ensemble de leurs financements étrangers. Et il y a un certain nombre d'enquêtes qui peuvent être menées par la commune, par l'État et qui peuvent être par les autorités compétentes pour vérifier qu'elles ont bien déclaré correctement. Et il peut y avoir des sanctions effectivement qui sont appliquées s'il y a trop de financements étrangers, si c'est pas dans le cadre de la loi. À partir de là, est-ce qu'il y a des organismes qui ont été mis en place
pour contrôler ou ça se passe au niveau local et Je ne sais pas du tout s'il y a d'organismes aujourd'hui qui contrôlent, s'il y a d'autres organismes qui ont été créés, mais en l'occurrence, il y a un réel contrôle qui est fait. Et comme il y a un appel à la transparence qui est plus important, donc il y a un contrôle qui est de fait plus important. vous m'aviez parlé du CER. Le contrat d'engagement républicain, effectivement, son application est contrôlée par les collectivités qui aujourd'hui donnent les subventions. Si une collectivité se rend compte que l'association à laquelle elle a donné une subvention ne respecte pas les principes de ce contrat républicain, alors elle peut lui demander de restituer ses subventions. Ok, on en reste au niveau local. Donc. Ou si c'est un ministère qui demande des subventions, c'est le ministère qui ira vérifier et qui pourra demander la restitution de ces subventions. Donc local, enfin c'est l'organisme qui a donné ces subventions, qu'il soit local ou national. Est-ce qu'on a déjà un premier bilan de ça, hein, plus précis ? Peu aujourd'hui d'associations qui se sont vues, moins d'une dizaine, je vous disais, qui se sont vues demander une restitution de subventions. Donc voilà le bilan. Sur la dissolution, comme je vous disais, ça n'a rien à voir. Et en l'occurrence, on remarque plus de dissolution d'associations parce qu'il y a facilité des choses et donc on a plus d'associations qui ont été effectivement dissoutes sous le cadre de cette loi-là. Revenons sur l'outil Marianne. Le contrat d'engagement républicain, c'est quelque chose qui est au cœur de l'outil Marianne, de l'école Marianne. C'est un cours qu'on a mis en place. La mallette Marianne, c'est bien plus large que ça. La mallette Marianne, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, réellement une plateforme qui va permettre de référencer. Concrètement, on a sur la mallette Marianne un outil, une association peut... il s'agit de remplir un formulaire, hein, tout simplement, où elle va nous donner les informations sur son association et sur les actions qu'elle va faire. Et nous, on va pouvoir les recontacter et les référencer. Par exemple, le réseau d'échange réciproque de savoir d'Evry-Courcouronnes fait un certain nombre de formations VRL, eh bien elle nous envoie une grande liste de temps en temps et on va publier ça parce qu'ils sont référencés et donc on publie les formations qu'ils proposent, on publie les outils, je pense notamment à la charte de la laïcité illustrée par exemple, qu'on a également référencé là-dessus. Le contrat d'engagement républicain, il est inclus dans la mallette Marianne parce que l'acteur c'est nous qui l'avons mis en place et donc on a fait un cours sur le contrat d'engagement républicain qu'on a nous aussi référencé sur la mallette Marianne. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés autour de ça ? Il y a une difficulté aujourd'hui dans la citoyenneté en général. Je ne crois pas que ce soit seul fait de la mallette Marianne, mais on remarque aujourd'hui en France, et pour moi extrêmement régulièrement intervenir sur le terrain, et pour avoir 22 antennes aujourd'hui, et donc un certain nombre de villes qui sont couvertes, il y a un vrai sujet de citoyenneté en France. Parce qu'il y a un vrai sujet dans ce que les gens ont envie de s'investir pour comprendre et, j'allais dire, mûrir, j'aime bien cette expression, mûrir dans leur citoyenneté. Oui, de fait, il y a un problème et les bilans, on n'est pas à des millions de visites, mais on n'est pas à des millions de visites parce qu'aujourd'hui, il y a un intérêt autour de la citoyenneté qui n'est pas à des millions de personnes qui s'intéressent réellement à ce sujet-là. Et on le remarque, et je pense que du coup c'est plus large, on le remarque dans toutes nos actions au quotidien, où on a des salles qui sont jamais extrêmement pleines, on a des gens qui n'ont pas envie d'avancer dans cette citoyenneté, et on a aussi, je crois, une politique de gestion de la transmission de la citoyenneté en France, qui n'est pas excellente non plus. Moi je crois que la transmission de la citoyenneté, elle passe d'abord et avant tout par l'école. C'est le rôle de l'école de la République, elle porte dans son nom, de la République, que de transmettre la citoyenneté. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, l'école, elle est obligatoire de 3 ans à 16 ans. Bon, en principe, les élèves, ils vont jusqu'à 18 ans. Bon, ils vont jusqu'en terminale. Donc, on est sur 3 ans à 18 ans. On est donc sur 15 ans sur les bancs de l'école. Et on a donc des élèves aujourd'hui qui sortent de l'école et qui sont incapables de vous expliquer comment fonctionne la République. Ils sont incapables de vous aimer ce que ça veut dire, les valeurs de la République. Ils sont incapables de vous parler de la laïcité aujourd'hui. Et donc je pense que le vrai problème, il vient de là à la base, c'est l'éducation morale et civique et c'est la transmission de la citoyenneté au sein de l'école qui fait qu'aujourd'hui dans la population, il y a un vrai problème dans cette citoyenneté-là. Et donc, tous les outils que nous, on peut mettre en place, mais je suis sûr que vous, au RERS d'Evry, vous le constatez aussi, tous les outils qu'on peut mettre en place autour de ces questions-là ont beaucoup de mal à pouvoir être diffusés. Les gens ne s'en saisissent pas comme ils le devraient, parce que ça les intéresse pas, parce que c'est pas quelque chose qui les intéresse, parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc, notre mission, nous, c'est justement de pouvoir multiplier les moyens d'action, les modes d'action, les outils qu'on peut mettre en place. Je vous ai parlé de la revue, je vous ai parlé de la mallette Marianne, nos conférences, je vous ai parlé des formations. Il faut multiplier les choses pour permettre d'intéresser le plus grand nombre et de les ramener dans cette citoyenneté, de les ramener dans cet intérêt pour la chose et de pouvoir aller se former. Et je suis persuadé d'une chose, vous ne formerez pas des gens s'ils n'ont pas envie d'être formés. Quand on voit le développement par exemple du plan VRL et un certain nombre de plans qui sont très bien,
Mais on parle, par exemple, pour le plan VRL, de 2 jours de formation concret sur la laïcité. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par la laïcité, il va pas bien vouloir venir 2 jours de son temps, 2 jours en plus, pour venir se former à la laïcité. Par contre, si par des moyens de sensibilisation, si par des actions concrètes sur le terrain, vous allez voir ces gens, vous les ramenez par un biais, par un autre. On a fait, nous, des tables rondes autour des enjeux des médias, sur le handicap, on a fait des tables rondes sur l'égalité des chances, on a fait, je vous le disais, on a fait venir des rescapés du Bataclan, on a rencontré une rescapée de la Shoah. Si par des actions comme ça de sensibilisation, vous arrivez à sensibiliser un minimum et à ramener des gens à la cause, alors ces gens-là ensuite voudront bien se former. Mais avant, non. Et je pense que l'enjeu, il est là, et donc toutes les actions de sensibilisation qu'on peut mettre en place, elles répondent malheureusement à cette réalité qui est que c'est pas la folie quand on va faire une action autour de la citoyenneté, c'est pas quelque chose qui va tout de suite buzzer, comme on dit. J'aimerais vous prendre un exemple. Je suis intervenu au mois de mai pendant 1 mois dans une commune d'Occitanie qui s'appelle Lézignan-Corbières. Pour vous faire un rapide état des lieux, c'est une commune campagne, très rurale, il n'y a pas de bus qui passe, c'est très compliqué. Et vous avez là 3 communautés qui vivent. Et je maintiens 3 communautés qui vivent. Une communauté d'origine maghrébine qui vivent entre eux, une communauté gitane qui vivent entre eux, et des gens qui habitent à Lézignan depuis longtemps, retraités. Il y avait dans cette ville un réel problème, il y a toujours malheureusement, de citoyenneté, ce qui fait que ces gens-là n'arrivaient pas à vivre ensemble. Ce qui a poussé la mairie à mettre une communauté à un côté de la ville, l'autre communauté, l'autre côté de la ville, et à les séparer. Et il n'y avait plus du tout de vivre ensemble. Et la mairie a mis en place quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, qui s'appelle le mois de la citoyenneté. Et nous, avec notre antenne perpignanaise, on y est intervenu 1 mois, et pendant 1 mois, on a multiplié les actions et de formation et de sensibilisation sur la citoyenneté. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au début, quand on a lancé les actions de sensibilisation, beaucoup de gens se sont inscrits, de tout milieu et de toute communauté. Et ils sont venus. On a fait venir également là un rescapé du Bataclan, on a fait des micro-trottoirs dans les quartiers, on a fait peindre aux enfants des cocardes, on est intervenu dans les écoles, on a fait un certain nombre d'interventions de sensibilisation. À chaque fois, ça a bien marché, les gens se sont sentis raccrochés. Et ce qu'on a vu, c'est que là où au début, nos formations, on a proposé la formation contrat d'engagement républicain, on a proposé la formation qu'on appelle nous la République mode d'emploi, qui est notre formation, j'allais dire de base, le socle de base de ça veut dire quoi être citoyen en France. Toutes ces formations-là qui au début n'avaient aucune inscription, au fur et à mesure du mois et au fur et à mesure de nos interventions de sensibilisation, des gens se sont inscrits. Et des gens nous ont dit « Ah tiens, c'est vrai que c'est intéressant cette histoire-là, je vais m'inscrire, je vais venir me former. » Et ils y sont venus et ils sont restés. Et ils sont formés. Et donc, voilà, c'est un exemple qui montre, je crois, cet alliage entre les 2 choses que sont la sensibilisation et la formation qui est extrêmement importante. Et je finirai par vous dire qu'à la fin de ce mois-là, j'ai demandé à monsieur le maire, je suis allé voir, je lui ai dit « Écoutez, monsieur le maire, je crois que ce serait intéressant là d'organiser un grand événement municipal où on pourrait inviter toutes les personnes qui ont pris part à ce mois-là et où ça permettrait de fêter un peu ce mois de la citoyenneté. » Et il m'a dit « Non mais attendez, on fait jamais ça, personne ne viendra, ça va faire des bagarres. » Je peux vous dire que la salle était pleine, il n'y a pas eu une seule bagarre, ils se parlaient tous, des élus m'ont dit « Mais c'est la première fois qu'on voit des gens se parler comme ça. » J'ai dit « Oui, mais c'est peut-être la première fois qu'ils ont un sujet commun à évoquer ensemble. » La citoyenneté, le fait qu'ils soient tous citoyens français, c'était un super moment. On a fait venir des groupes de musique, ça a duré 1 après-midi. On a mis des ballons tricolores de partout. C'était extraordinaire. Et je crois que c'est l'illustration même de ce qu'est ce combat pour la citoyenneté sur le territoire. Et ce fait que la population s'est réunie grâce à ça. Et c'est grâce à ces actions de sensibilisation qu'on a ramené des acteurs associatifs locaux, pour revenir à votre question sur le contrat d'engagement républicain, qu'on a ramené des acteurs associatifs locaux sur les événements de sensibilisation et qu'on leur a dit « Les gars, vous êtes responsables d'une asso, il faut se former ». Ils sont tous venus et ils étaient, je crois, 20 ou 30 responsables associatifs à venir se former. Là où au début, avant de venir, on avait déjà appelé les associations en leur disant « Ce serait intéressant de venir se former ». On n'a pas le temps, on n'a pas l'envie. Ils l'ont trouvé le temps. Donc voilà, je crois que toutes les actions citoyennes qui peuvent être faites aujourd'hui, il y aura toujours un manque de gens derrière et il y aura toujours un retentissement qui sera moindre, mais c'est par le terrain, par les actions qu'on va permettre effectivement d'avancer sur ces sujets-là. Cet enjeu de la citoyenneté que vous le relevez partout en France ? Il n'y a objectivement pas de territoire plus prisé d'autres. J'étais il n'y a pas très longtemps à Paris. Alors oui, dans certains arrondissements de Paris, effectivement la citoyenneté, ça va.
C'est quelque chose d'assez acquis, tout va bien. Mais à part les milieux extrêmement privilégiés, très économiquement favorables, où tout va bien, il n'y a pas vraiment de problème. C'est là où on va nous organiser des conférences un peu plus, comment je pourrais dire, intellectuelles. Voilà, une grande conférence sur la laïcité, par exemple. On s'attend bien à ce que personne qui n'est pas dans cette citoyenneté-là, qui n'a pas ce bagage-là, on s'attend bien à ce qu'ils ne viennent pas à une grande conférence sur la laïcité. Mais partout, et moi sur mes 22 antennes, on va dans des associations d'éducation populaire, on va dans les écoles, et partout j'ai des retours, et j'en ai fait beaucoup partout en France, de retours de gens qui effectivement avaient des réels problèmes avec la citoyenneté. Je suis intervenu dans une école il n'y a pas très longtemps, au moment où je parle de la lutte contre les discriminations, et je parle de l'homophobie. À ce moment-là, tous les élèves, c'était des CM2, se lèvent debout sur leur chaise et hurlent « il faut les brûler ». Et j'ai bien vu, quand j'ai parlé de la laïcité, pareil. C'est contre une religion, ça va pas. Bon, en fait, il y avait une incompréhension totale de ce que ça voulait dire. Bon, je suis resté 3 heures de plus, la maîtresse m'en a pas voulu, on a discuté tous ensemble, à la fin, ils étaient beaucoup plus apaisés. Et ils ne se relèveraient pas, je crois, aujourd'hui, debout sur une chaise à hurler qu'il faille les brûler. Donc on voit bien qu'il y a un réel sujet, et je dis ça en disant qu'ils étaient à l'école. Je vous disais tout à l'heure quand même, c'est normalement à la base l'école qui devrait assurer ça. Donc partout, il n'y a pas de différence, je crois, entre les territoires. C'est partout pareil, mais c'est un travail riche que de transmettre la citoyenneté, mais c'est un travail qui paye. Parce qu'à chaque fois, on voit des gens qui sont plus éclairés, qui vont avancer, qui vont probablement, effectivement, après une action, pouvoir vouloir se renseigner. Et c'est là où ils peuvent faire appel à la mallette Marianne, aller sur la mallette Marianne, et s'ils sont dirigeants associatifs, peut-être même voir notre cours sur le contrat d'engagement républicain et le faire. Alors on va revenir justement sur la mallette Marianne. C'est quoi concrètement la mallette Marianne? Ça comprend quoi? Vous en servez comment? C'est un outil. C'est-à-dire que si vous voulez, on ne va pas faire des grands événements en parlant de la mallette Marianne, mais c'est un outil que les gens vont utiliser après des événements. Donc, je ne réitère pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment cette volonté et je crois profondément à cet alliage d'outils. Et c'est un outil qui vient quand les gens sont un peu avancés dans cette citoyenneté-là et qui va leur permettre d'avancer encore plus. Et ils vont retrouver vos formations sur valeurs de la République, laïcité, et ils vont pouvoir venir se former parce qu'il y a eu un travail avant. C'est un outil totalement numérique, on n'a pas du tout de valise numérique, on ne parle pas là par exemple de la Laikit que vous avez mis en place qui est en l'occurrence une valise numérique. Nous on est vraiment sur une mallette 100% en ligne. Mallette c'est vraiment dans son nom, c'est un outil en ligne, un annuaire en ligne. Je crois que le mot annuaire est bien, c'est un annuaire en ligne où on va référencer et où on va pouvoir mettre en ligne. C'est vraiment 100% en ligne, vous vous y connectez même pas, il n'y a même pas de connexion à avoir, vous vous y rendez et vous trouverez un certain nombre d'outils, d'acteurs qui vont pouvoir... vous allez sur une page acteur, vous allez voir toutes ces formations, tous ces outils. Si vous allez voir un outil, vous allez trouver qui a fait ça, des choses similaires. L'objectif, c'est vraiment là où je crois en France aujourd'hui, il y a un manque d'engagement sur la citoyenneté et ça cause derrière le fait qu'il y a beaucoup de petits projets locaux qui vont pouvoir se faire, qui vont pouvoir se mettre en place, mais qui ne vont pas forcément être visibles et que les gens ne vont pas pouvoir forcément voir. Nous on essaie de leur donner cette visibilité là et de leur montrer ce qui existe aujourd'hui. Je profite de votre question, je vous ai pas encore parlé du fonds de dotation de l'école Marianne, c'est une action qu'on a lancée. Ça aussi c'est un outil pour la citoyenneté qu'on a pu nous lancer par rapport au financement justement de la citoyenneté. On connaît aujourd'hui ce qu'est l'état du budget de la France, on connaît un certain nombre de restrictions financières qui ont lieu avec des subventions qui vont diminuer ou qui vont même être supprimées parce qu'il faut trouver de l'argent quelque part. Nous on a mis en place effectivement le fonds de dotation de l'école Marianne et ce fonds de dotation, il a pour objectif d'aller vers le mécénat privé et de faire participer les entreprises à ce financement de la citoyenneté. Et donc nous, très concrètement, les équipes du fonds de dotation vont vers un certain nombre d'entreprises, demander un certain nombre de dons qui sont défiscalisés en plus. Et derrière ce pécule d'argent qu'on a pu rassembler pour la citoyenneté, 50% vont à l'école Marianne, 20% vont au fonctionnement du fonds de dotation et 30% sont redistribués à d'autres projets locaux. Donc des associations ou même des jeunes qui ensemble veulent mener une action qui va permettre cette transmission de la citoyenneté, eh bien on va les financer et on va participer grâce à cette collecte de fonds qu'on fait au quotidien grâce au fonds de dotation. Donc c'est des entreprises, c'est aussi des personnes privées, toute personne peut donner au fonds de dotation
dotation régulièrement, ponctuellement. Et donc nous on va redistribuer cet argent-là et donc on va soutenir également financièrement la citoyenneté. Donc on a vraiment cet aspect assez large nous de traiter la citoyenneté chez l'école Marianne, puisqu'on va de la formation à la sensibilisation et même au financement de la citoyenneté pour soutenir comme on peut avec la mallette Marianne, avec nos formations, la citoyenneté et pour faire en sorte que le plus d'actions possibles puissent être menées sur le terrain localement. Et c'est hyper important de parler de ça. Parce qu'on peut être une association nationale, parler des questions de citoyenneté, c'est très bien, mais ce qui fonctionne et ce qui est, je crois, le plus essentiel, c'est d'être plus proche des gens, d'être quotidiennement vers les gens et de pouvoir effectivement avec eux les faire avancer. Et donc c'est pour ça qu'on va soutenir que des associations extrêmement locales, sur des projets extrêmement locaux pour permettre de développer et de faire avancer aussi cette... même parfois de manière indépendante, des jeunes qui ont une idée, qui peuvent la partager, on va vous soutenir et on va vous permettre de pouvoir aller au bout de ça. La loi, c'est un outil. Vous avez des outils, mais ça suffit pas. C'est ça, c'est ce que j'essaye de vous faire passer depuis tout à l'heure. C'est que cette loi-là, on voit bien, cette loi confortant les principes de la République, on voit bien que cette loi-là, elle a... permis effectivement de donner un certain nombre d'outils, mais on voit bien qu'il y a un vrai travail sur le terrain à mener. Imaginons que j'ai un projet. Je peux me connecter sur votre site et demander un financement. Effectivement, vous allez effectivement sur le site de la mallette Marianne, enfin en l'occurrence de l'école Marianne, vous avez un onglet me faire financer, vous remplissez un certain nombre d'informations qu'on vous demande, vous expliquez votre projet, vous êtes recontacté par les équipes et ensuite on va pouvoir vous financer sur ces questions-là. Et pareil, si je veux financer. Si vous voulez financer, c'est encore plus simple. Vous allez sur le site et effectivement, vous pouvez donner en ligne régulièrement ou pas régulièrement, comme vous le souhaitez, pour la citoyenneté. Si j'ai un signalement à faire, c'est à la municipalité ou c'est à la mallette Marianne ? Un signalement sur quel sujet ? D'une association qui ne respecte pas son contrat. Non, nous ne sommes pas gendarmes des gens qui ne respectent pas le contrat de l'engagement républicain, mais effectivement, oui, c'est probablement au pouvoir public qu'il faut se rapprocher pour expliquer le problème et ils pourront mener les investigations, eux, de leur côté, pour vérifier si effectivement ce contrat-là est bien respecté ou pas. Mais on a d'ailleurs, effectivement, souvent, même dans les médias, on voit un certain nombre de gens qui s'interrogent sur effectivement des financements d'une association ou pratiques d'une association, et je pense que c'est là où cette loi est extrêmement importante parce qu'elle inclut, je vous l'ai dit, cette dose de transparence. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a une transparence qui est nécessaire et qui s'applique, et donc du coup, elle doit être transparente et il y a un certain nombre de contrôles qui sont organisés. Vous voyez comment l'avenir de tout ça, de tous ces dispositifs, de cette citoyenneté en développement, mais en difficulté? Je crois qu'il ne faut pas être pessimiste. Je pense que des choses se font. Cette loi, c'est une loi qui arrive après beaucoup de lois. On a la loi de 2017 qui confortait les principes de la République déjà. On a beaucoup de lois et un arsenal législatif, jurisprudentiel aussi, qui est venu apporter des choses autour de, effectivement, pour la citoyenneté. Je ne crois pas qu'il faille être pessimiste et je crois que par toutes ces actions et toutes ces initiatives, on va pouvoir permettre effectivement de faire avancer les choses. Je pense qu'il faut avoir aujourd'hui un vrai sursaut dans l'éducation et je pense qu'il faut que vraiment les choses changent, notamment les cours d'éducation morale et civique. Je ferai remarquer que depuis la loi réformant le baccalauréat, il n'y a plus d'épreuves d'éducation morale et civique au baccalauréat, ce qui fait que c'est du contrôle continu. Et qu'effectivement, les cours d'éducation morale et civique sont, la plupart du temps, utilisés par les professeurs, etc., comme annexes aux cours d'histoire-géographie ou à d'autres cours pour permettre, effectivement, de traiter les autres cours. Et donc, il faut, je pense, sanctuariser ces cours d'éducation morale et civique. Je pense que c'est la première chose qui fera beaucoup avancer les choses, je crois, et permettre aux élèves de vraiment prendre cette matière comme une matière extrêmement importante et qui leur permettra derrière de développer un certain nombre de compétences et de mûrir dans leur citoyenneté, encore une fois. Mais je ne crois pas qu'il faille être pessimiste. Je crois que toutes les personnes qui aujourd'hui disent que des lois et puis rien, des gens qui disent qu'il n'y a rien qui se fera, qu'on est perdu, je ne crois pas que c'est ici la suite. Je crois que toutes les actions, l'école Marianne en est un exemple, le réseau d'échange de savoir en est un autre, toutes ces actions qui sont menées au quotidien, ça fait réellement changer les choses. Et c'est un vrai impact, en réalité. Est-ce que vous avez quelque part un endroit pour justement rassembler toutes ces initiatives ?
pour les montrer, pour les rendre publics aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est là tout l'objectif, nous, chez l'École Marianne, c'est de pouvoir mettre en avant les initiatives locales et c'est de pouvoir effectivement faire en sorte qu'un plus grand nombre puisse en être témoin, puisse s'y impliquer, puisse y participer et puisse avancer sur le sujet, effectivement. Est-ce que vous voyez d'autres choses dont on n'aurait pas encore parlé ? La transmission de la citoyenneté, je crois que le sujet plus largement des valeurs de la République, c'est un sujet qui est aujourd'hui fondamental dans la société. Et on parle de beaucoup de crises. Il y a beaucoup de crises aujourd'hui qui touchent la société. Je crois que c'en est une et qu'elle est très grande. Je crois que c'est une aussi des plus grandes crises qui touchent la société. Mais je crois que il y a un vrai espoir. Je crois réellement qu'aujourd'hui, avec toutes les actions qui sont menées, je crois que l'École Marianne ou d'autres associations locales mènent des actions qui au quotidien de toute façon permettront de sensibiliser. Vous les touchez par dizaines, voilà, on en a touché 10 aujourd'hui, on en a touché 100 aujourd'hui, mais au fur et à mesure, ces gens-là transmettront et ça ne pourra qu'advenir de la plus belle des façons. Par ailleurs, moi je remarque chez l'École Marianne par contre qu'on a de plus en plus d'adhérents. On a fait plus 400 adhérents en ce mois de septembre. Ça veut dire que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui aussi veulent s'engager sur ces questions-là. Peut-être des gens qui se réveillent, qui se disent je m'en étais pas forcément aperçu avant, mais ça devient un vrai sujet. Il faut vraiment y aller. Mais je remarque qu'il y a un vrai sujet. Les gens commencent à s'y intéresser. Pas les gens qu'il faut toucher, et c'est pour ça qu'il faut augmenter le nombre de bénévoles pour augmenter les actions sur le terrain. Mais je crois que ce sujet-là, au-delà de la loi et au-delà de la réglementation, que le sujet de l'action concrète sur le terrain évolue. Je crois vraiment qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place et que ça permet de faire changer les choses. C'est quoi pour vous être citoyen français aujourd'hui, si on pouvait résumer ? Être citoyen français, c'est participer et être conscient qu'on est acteur d'une société. Et je crois que c'est la base de tout. Être conscient que quand vous vivez en France, vous faites partie d'une société avec une organisation, avec des valeurs. Donc être citoyen français, c'est prendre conscience de ça. Et je crois que le véritable problème aujourd'hui dans cette citoyenneté, c'est que les gens n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont citoyens et qu'ils sont acteurs quelque part. Et vous entendez beaucoup de gens dire que c'est la dictature, qu'on n'a pas notre mot à dire, mais je crois que parfois, c'est aussi un manque de connaissance, c'est-à-dire de dire, mais en fait, on ne comprend pas. Prenez l'exemple de la laïcité. C'est l'objet de ce podcast-là. Regardez le nombre de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire la laïcité concrètement. Liberté de conscience. Chacun peut vivre sa religion, croire ou ne pas croire, dans le respect effectivement de l'ordre public. Je crois que être citoyen, c'est comprendre qu'on vit et qu'on est acteur d'une société. Et je crois qu'on a compris ça. Après, quelque chose s'éclaire. Et il faut éclairer cela. Sur la laïcité notamment, ça mène à un certain nombre de personnes et un certain nombre de gens qui vont être tout de suite tendus sur ce sujet-là. Et on le voit d'ailleurs quand on en parle dans les interventions, les gens ils serrent la main, on voit que ça crispe les gens, qui sont tout de suite en colère, qu'il y a beaucoup de mal-être par rapport à ça. Ils ont l'impression que c'est contre leur religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. En permettant effectivement à la personne d'être éclairée là-dessus, et c'est toute l'action de toutes les actions qui peuvent se faire, ça permet effectivement à ces gens de se détendre sur ce sujet-là, de comprendre que c'est bien plus ouvert que ce qu'ils pensent, et derrière de pouvoir vraiment être dans cette citoyenneté. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Le message que j'aimerais transmettre là, c'est réellement engagez-vous. Et s'engager, ça ne veut pas forcément dire être bénévole dans une association. Engagez-vous, ça veut dire prenez conscience, informez-vous, renseignez-vous, permettez à ce que vous puissiez aller au-delà de ce que vous pouvez penser ce jour J, mais d'aller permettre de trouver d'autres informations, d'autres initiatives et d'avancer, de mûrir dans votre citoyenneté. C'est vraiment un concept, mûrir dans sa citoyenneté, que personnellement nous on défend souvent. C'est vraiment avancer dans cette vision de la citoyenneté. Ma vision, moi, de la citoyenneté aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a un an quand je n'étais pas président de l'École Marianne. Ça sera probablement pas la même que dans un an, quand ça fera 2 ans que je serai président de l'École Marianne, et tout au long de ma vie. Et je crois que je suis encore quelqu'un de jeune. Plus les années passent, plus votre savoir, plus vos expériences font que vous mûrissez là-dedans. Et je crois qu'il faut un point de départ, c'est celui qu'on essaye de donner aux gens, mais ensuite, informez-vous. Ensuite, continuez à vous former, à vous sensibiliser pour permettre effectivement de faire mûrir cette citoyenneté et permettre à ce que être citoyen, c'est quelque chose qui n'est pas fixe.
C'est quelque chose qui passe sa vie à évoluer. Et je crois qu'il faut évoluer avec la société, fait évoluer le fait d'être citoyen, votre vie, votre âge, vos expériences. Et donc il faut être dans cette démarche constante, je crois, de se dire je suis citoyen de la société, j'essaye de comprendre ce qui se passe autour de moi, j'essaye effectivement de m'engager. Donc c'est engagez-vous. Je crois que c'est fondamental et c'est aussi une solution au problème. Le débat va faire rage autour de la laïcité d'ici l'année qui vient. Certains veulent renforcer la laïcité, d'autres l'alléger. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une avancée nécessaire ou une atteinte aux libertés ? C'est toujours un sujet complexe dans la mesure où le débat persiste avec des gens qui souvent n'ont pas la notion de ce que ça veut dire la laïcité. Je crois qu'on est dans un modèle aujourd'hui en France avec une laïcité, une neutralité religieuse pour les gens du service public. La loi de 2021 d'ailleurs vient réappuyer quelque chose qui existait déjà. C'est le fait que des agents, des personnes qui interviennent dans des structures privées mais qui font des missions de service public doivent également respecter cette neutralité religieuse. On a la discrétion religieuse pour les élèves dans les écoles primaires, collèges, lycées. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un modèle de société avec une laïcité qui permet effectivement à l'État d'être neutre, avec des agents qui travaillent pour l'État ou qui font des missions de service public, d'être neutres et dans cette neutralité. Je crois qu'on est dans un modèle où, dans les écoles, même s'il y a effectivement un certain nombre de dérives, où il y a des atteintes à cette laïcité quotidienne, ça aussi, pas de leurre, pour lutter contre ça, mais il faut de la formation. Il faut faire comprendre à ces gens pourquoi il faut enlever son voile, sa kippa à l'entrée du lycée. Si ces gens-là comprennent, probablement qu'ils le respecteront davantage. D'ailleurs, quel est, et c'est très bien, le réflexe des écoles quand il y a des problèmes sur ce sujet-là, c'est tout de suite de faire intervenir une association comme le réseau d'échange réciproque de savoir ou l'école Marianne et de dire intervenez, il faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Une fois qu'ils ont compris, ça marche. Donc je crois que la laïcité aujourd'hui en France, elle est cadrée, elle est là. Je crois que la loi, il y en a un certain nombre. On a vu que cette loi, notamment de 2021, elle permettait un certain nombre d'avancées, d'outils pour avancer. Mais je pense qu'il y a en réalité aujourd'hui, dans le débat qu'il y a à avoir, il y a un sujet de pédagogie. Il y a un sujet aujourd'hui de sensibilisation des gens concrètement sur le terrain pour faire avancer ce débat-là. Je crois qu'il ne se résout pas que par la loi, le législatif, mais surtout par l'action. Vous parliez tout à l'heure d'une action que vous meniez en direction des écoles. Est-ce que vous avez ressenti ce débat et est-ce qu'il a évolué lui aussi dans le temps ? Est-ce que, par exemple, se poser la question il y a encore quelques mois pour les élèves en disant la laïcité, c'est une atteinte à ma liberté ? Les élèves disaient ça. Parce que probablement jamais une personne n'était venue devant eux en classe pour leur expliquer ce que ça voulait dire la laïcité. Parce qu'un certain nombre d'élèves aujourd'hui, quand ils pensent qu'il faut, quand on leur dit enlevez votre voile, votre kippa ou ce que vous voulez à l'entrée de l'école, du collège ou du lycée, ils pensent que c'est parce qu'on est contre leur religion. Mais parce qu'on leur a jamais expliqué. Expliquer à ces élèves que c'est simplement parce que le prosélytisme à l'école, qu'il soit politique ou religieux, c'est interdit. Expliquer à ces élèves qu'en l'État, au sein de l'établissement scolaire, on ne parle ni de religion ni de politique parce que c'est des élèves qui sont en construction et qui par conséquent ont besoin de cette neutralité qui doivent être garanties et par les professeurs dans leur neutralité religieuse et par les élèves dans leur discrétion religieuse. Si vous leur expliquez ça, ils n'auront plus ce sentiment-là d'être pointés du doigt ou de dire que ça restreint à leur liberté. Prenez l'exemple de l'abaya, par exemple, qui a été interdit par Gabriel Attal. Bon, tout de suite, beaucoup de gens ont dit « oui, on contrevient à la liberté des gens ». En réalité, quand on a un minimum de réflexion sur le sujet et qu'on forme derrière, on se rend compte que l'abaya, c'était un vêtement considérés comme religieux par un certain nombre d'élèves et qu'ils le mettaient pour faire du prosélytisme de leur établissement scolaire. Et on remarque qu'il y avait un certain nombre de dérives autour de cette situation-là. Maintenant qu'elle est réglée, il n'y en a plus. Et ces élèves-là, si on venait à leur expliquer, mais ça se fait de plus en plus, il y a un certain nombre d'associations qui interviennent et je suis certain que plus on avance, plus il y aura d'interventions sur le sujet. En tout cas, je l'espère. Quand ces élèves auront pris conscience de cela, alors il n'y a plus de débat en réalité sur cette histoire de liberté ou que la laïcité contreviendrait à leur liberté. Donc je crois que le débat public aujourd'hui, il est d'abord instrumentalisé politiquement, avec un sorte de politique qui utilise la laïcité politiquement et qui vont utiliser ça pour expliquer ceci ou cela. Non, c'est un sujet qui n'est pas politique. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de l'école.
je crois que, et de l'EMC à l'école, et donc de cet enseignement de la laïcité à l'école. Le problème aujourd'hui, c'est un problème qui ne sera jamais résolu, mais c'est que les gouvernants en l'État sont des politiques. Et donc de toute façon, il y a un avis politique. C'est pour ça que les choses n'avancent pas forcément à l'école. Et c'est pour ça que c'est important, des associations comme les nôtres, comme le RERS, parce que c'est des associations qui sont apartisanes, qui sont apolitiques et qui interviennent selon des programmes d'EMC, concrètement, pour expliquer aux élèves ce que ça veut dire la laïcité, et donc on ne les taxe pas de politiser la chose. Ce sont des associations apartisanes et apolitiques. Et donc, en l'état, je crois que le débat aujourd'hui sur la laïcité, notamment à l'école, c'est un débat qui ne peut être résolu que par la pédagogie, par la sensibilisation, par l'intervention. Je pense qu'objectivement, il n'y a pas 36 lois à faire encore et toujours sur cette question de laïcité à l'école. Je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est de faire comprendre déjà aux gens ce qu'il existe déjà, et je crois que déjà beaucoup de choses seront résolues. La laïcité est donc un outil du vivre ensemble ? Bien sûr, bien sûr. Je crois que la laïcité, c'est la garantie de pouvoir vivre ensemble, et c'est la garantie de croire ou de ne pas croire. Aujourd'hui, la laïcité dans l'État, et notamment à l'école, elle permet que chacune et chacun puisse vivre de la même manière, quelle que soit sa religion, qu'il n'y ait pas de discrimination, ça aussi, qui puisse être mise en place, justement parce qu'il y a cette laïcité qui est assurée. Donc la laïcité, c'est le sacre-saint de l'état de droit. La laïcité, c'est le centre même de ce qu'est aujourd'hui l'État et de la République. Si on n'a pas de laïcité, on n'a pas de République. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS Évry-Centre-Essonne propose une formation valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, RERS Évry-Centre-Essonne propose une formation valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent mal comprise. La formation valeurs et République de la laïcité a été conçue pour permettre aux stagiaires de contribuer à promouvoir la concorde universelle et partager les valeurs de la République au quotidien. La formation valeurs de la République et laïcité permet aux agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs d'être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l'appliquer et l'expliquer dans l'exercice de leur métier. Cette formation est reconnue par le contrat d'engagement républicain. Son coût est pris intégralement en charge par l'État. Pour en savoir plus et connaître le calendrier des sessions à venir, contactez RERS au 09 79 73 45 77. Parlons laïcité, le débat. Merci beaucoup Samuel pour ces premières approches et on va passer maintenant aux questions du public. Donc qui veut poser la première question ? Vous avez dit, moi j'ai cru comprendre, que c'était pas du domaine politique, mais du domaine justement, puisque c'est ce qui faisait peur aux gens, c'est que c'était les politiques qui semblaient vouloir le récupérer. Mais les politiques, pour moi, où j'y comprends rien, ce qui est possible, c'est l'État, c'est la France. La France est dirigée par des gens élus et qui ont le devoir, justement. C'est pour ça, je trouve que ces formations arrivent trop tard. Elles sont du domaine de l'État pour les gens qui entrent en France et qui doivent déjà, avant toute chose, comprendre les valeurs, la langue, la laïcité, et le respect de ceux qui sont peut-être bretons, je ne sais pas. Je dis ça parce que je le suis moi-même. Il y a des provocations constantes là-dessus. Et on ne sait plus ni quoi faire, ni quoi dire. On est, je suppose, toujours à côté de la plaque. Alors voilà, c'est tout. Mais le fait que vous avez dit ça à la fin ne me convient pas. Je vais essayer de vous convenir alors, madame. D'abord, quand vous parlez de l'État, l'État, c'est pas que le politique. L'État, c'est la population, le territoire et le système politique. Nous, le fait que nos personnels politiques soient politisés, c'est normal, c'est la base. Ce que je dis simplement, c'est que la laïcité, aujourd'hui, est utilisée comme un certain nombre d'hommes et de femmes politiques. Et il est utilisé, il est populisé, c'est-à-dire que les gens vont faire un certain nombre de propositions assez populistes sur le sujet. Et vous avez un certain nombre de femmes et hommes politiques qui vont non pas parler de ce que c'est aujourd'hui la laïcité en France, mais qui vont faire des propositions en disant il faut accentuer ceci, il faut accentuer ça. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des politiques qui assurent la transmission de cette citoyenneté et de cette laïcité. Et ce que je dis, c'est que aujourd'hui, dans les écoles, si, à mon sens en tout cas, si les choses n'avancent pas, et si l'éducation morale et civique, par exemple, qui normalement devrait être le lieu d'explication, d'enseignement, de sensibilisation sur les sujets de laïcité, si les cours d'éducation morale et civique ne sont pas
augmenter, si ils ne sont pas développés davantage, si on ne prend pas aujourd'hui la mesure du problème et la solution qui est devant nos yeux, c'est-à-dire réellement faire de ce cours un vrai cours, c'est parce que ce sont des politiques et qu'il y a un avis et une idéologie politique derrière. Et ce que je dis simplement, c'est que c'est peut-être, je pose une question là, pas avantageux pour les politiques que l'ensemble de la société puisse réellement se convenir et s'instruire dans leur citoyenneté. Et ce que je dis simplement, c'est qu'il y a aussi des avis politiques. Si un politique n'est pas d'accord avec ce qui se passe actuellement, il n'a pas forcément peut-être envie que tous les élèves l'apprennent. Donc ce que je dis simplement, sans rentrer dans une forme de complotisme, ce que je dis simplement, c'est que aujourd'hui, comme ce sujet est géré par des gens qui sont politisés, ça ne peut pas avancer. Et on le remarque bien, et je prends la réalité comme exemple, c'est que ceux qui arrivent réellement à avancer sur ces questions-là, à sensibiliser sur ces questions-là, à former sur ces questions-là, sont des associations qui se défendent et qui au quotidien disent « nous sommes apartisans », comme l'école Marianne, comme le RERS, nous sommes apartisans et nous sommes apolitiques. Et à ces deux conditions remplies, là, on vous laisse intervenir dans les écoles et on vous fait confiance parce qu'on sait que vous êtes des gens qui ne sont pas en politique, qui n'ont pas de parti politique et qui ne sont pas là pour diffuser des idées politiques, mais simplement diffuser la réalité des choses. Et donc là, simplement, ce que je disais, c'est que en l'état, c'est pour ça que la plupart du temps, ces interventions, elles fonctionnent aujourd'hui mieux avec les associations comme les nôtres, qui se disent apartisanes et apolitiques, et c'est la première chose qu'on dit aux élèves quand on intervient. Moi, j'ai pas d'idée politique, je suis pas un politicien, je suis pas là pour faire de la politique, je suis là juste pour vous expliquer comment ça se passe et pour vous faire comprendre les notions qui existent. Et donc, quand c'est géré par du politique, ça devient compliqué. Par ailleurs, les programmes scolaires, par exemple, ne sont pas choisis par les politiques. Ce sont des choses, c'est des commissions indépendantes qui valident les programmes scolaires. Il y a un programme de MC aujourd'hui qui est assez riche d'ailleurs. Je ne sais pas s'il va aussi loin qu'il le faudrait, mais en tout cas, il est assez riche. D'ailleurs, nous, nos formations de notre Institut Marianne sont quasi la totalité de ces formations-là sont inspirées directement des programmes d'EMC à l'école. La question, c'est pas le programme et l'EMC, la question, c'est l'application de l'EMC à l'école et la place qu'il doit prendre dans l'école et dans la formation des élèves. Prochaine question. En tout cas, merci pour cette vision très optimiste et positive pour le retour au local aussi, pour le retour à la pédagogie aussi. Bravo, je trouve que c'est une bonne démarche. Néanmoins, on voit quand même une certaine catégorie de gens qui utilisent la religion politique et politisée, qui s'infiltrent dans les écoles, dans les mairies, voilà. Quid, comment gérer ça? On en a eu des exemples dans les conférences ici. C'était Didier le maire. Qui avait fait une conférence assez glaçante. Moi, je me souviens que c'était en décembre. Ça m'avait assez secoué de voir qu'en plus, en sortant, il était protégé par une brigade policière. Voilà. Quid de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Et je suis d'accord pour l'éducation. Voilà, là-dessus, je trouve que c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'il faut mettre en œuvre. Mais est-ce que c'est suffisant? Effectivement, et c'est là aussi, je rejoins du coup la réponse de la question à Madame. Par exemple, si on parle effectivement des professeurs, c'est pas tous, peut-être certains effectivement, ou un terme de politisation, et du coup transmettre une certaine politisation. Je crois que peut-être il y a aussi, et c'est le résultat de ça aussi, le fait qu'aujourd'hui, cette citoyenneté, transmission de la citoyenneté, éducation morale et civique à l'école notamment, elle n'est pas là au rendez-vous et elle n'est pas aussi importante qu'on le voudrait. C'est parce qu'évidemment, en fait, c'est ce principe de neutralité qui est religieuse et politique, qui doit être respecté à l'école normalement. Et il devrait, et la plupart normalement des professeurs sont totalement capables que de donner un cours qui n'est pas politisé, et donc de parler de l'État sans le politiser. Mais c'est effectivement la problématique, c'est exactement ce que je voulais mettre en avant avec cette politique qui du coup n'est pas très à l'aise avec cette éducation morale et civique qui est de fait apartisane, c'est que là aussi la personne du professeur, effectivement, à un certain nombre de moments, malheureusement, peut effectivement dépasser son devoir de réserve et sa neutralité pour transmettre un discours politique. Du coup, je crois qu'il y a un certain nombre de professeurs d'éducation morale et civique qui ne font pas d'éducation morale et civique, qui ne font pas de cours et qui font par exemple un exposé aux élèves, et ça leur permet effectivement de ne pas parler et de ne pas risquer de politiser l'histoire. Mais je crois que c'est un débat sans fin.
vous me disiez optimiste, peut-être moins sur cette question-là. Je crois que c'est un débat sans fin parce que chaque personne est politisée et que c'est un débat sans fin parce que quand il n'y aura pas de volonté et d'obligation, on ne pourra pas avancer. C'est pour ça que moi et l'école Marianne, on est dans une... Pour parler de l'école uniquement, on est dans une proposition, par exemple, à ce que l'éducation morale et civique puisse devenir une vraie matière, et c'est pas en obligeant les gens à le faire, c'est en mettant des programmes très clairs qui existent déjà et en obligeant derrière un examen au baccalauréat, par exemple. Ce qui de fait obligerait les professeurs et l'ensemble du système, parce que des fois c'est même pas les professeurs eux-mêmes, hein. Vous avez aujourd'hui 30 minutes par semaine d'éducation morale et civique. Ça fait 1 heure toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que vous voulez faire en 1 heure toutes les 2 semaines? Rien. Pratiquement rien. Je pense qu'en mettant une vraie épreuve derrière l'éducation morale et civique, ça poussera de fait les professeurs à devoir former. Alors effectivement, on aura peut-être un certain nombre de problèmes issus de professeurs qui politiseraient la chose et de politisation de cette éducation morale et civique à l'école. Et il faudrait les résoudre cas par cas. Ce serait sortir de sa neutralité politique et religieuse, c'est illégal. C'est sortir de son devoir de réserve. Mais je crois que voilà, l'instauration d'une épreuve au baccalauréat, ça permettrait de pousser le système, au-delà de l'obligation pure, à devoir former et à devoir apporter des connaissances aux élèves qui seront interrogés dessus. J'espère avoir répondu à votre question, madame. Oui, bonjour. Donc moi, je vais revenir un petit peu sur l'éducation nationale. Vous avez tout à l'heure évoqué l'idée de la politique, justement, avec l'éducation nationale. Est-ce qu'une des solutions ne serait pas, justement, de séparer la politique de l'éducation nationale? Parce qu'en fait, pour l'avoir vécu pendant des années, la politique est très influente sur l'éducation nationale. On le voit bien, les programmes qui changent tout le temps. Est-ce que notre école n'est pas tout simplement un endroit où on va apprendre à lire, écrire, compter, ce qui est la base, mais aussi à devenir un citoyen? Et ça doit échapper totalement en fait à la politique. Donc moi, je serais plutôt pour plaider pour une grande institution je ne sais pas comment on l'appellerait, mais qui échapperait complètement aux politiques, qui ne serait pas liée à un gouvernement. Parce que c'est toujours la même chose, en fait. On est à l'école, elle est là pour apprendre justement à réfléchir et à être avant tout citoyen. J'ai travaillé pendant très longtemps en maternelle, c'était notre base. Apprendre à vivre ensemble, c'est ça. En fait, c'est déjà le début de la citoyenneté. Et en fait, la citoyenneté, alors un autre domaine, c'est pour moi un domaine très transversal. C'est pas qu'effectivement il y a une demi-heure, c'est rien, mais ça peut être tout à fait transversal avec toutes les matières en fait. On peut faire de la citoyenneté partout, mais ça demande aussi un gros travail au niveau des professeurs. Voilà, donc ça c'est une première réflexion. Alors, je partage ce que vous dites et je partage le fait qu'effectivement, dans un idéal utopiste, l'éducation nationale dirigée, en tout cas sur les questions de citoyenneté, par des gens qui ne sont pas politiques, serait merveilleux. Mais je pense que c'est infaisable. Pourquoi ? Parce que toute décision est de fait politique. Pour gérer une administration, en soi, il faut un peu de politique. Pareil, des programmes qui changent, etc. Vous avez tout à fait raison. Ça concerne l'EMC, ils viennent de le changer, le programme. Leur réponse au problème de citoyenneté dans les écoles, ça a été de dire on va changer les programmes de l'EMC. Et j'ai été président d'une association avant celle-là qui a présenté des candidats au Conseil supérieur de l'éducation, qui est le plus haut conseil de l'éducation et qui a un certain nombre de représentants étudiants, en tout cas lycéens. Ils ont été consultés et ils ont travaillé à un nouveau programme de MC qui est sorti cette année, qui est pas si mal d'ailleurs, hein. Il reprend un certain nombre de choses, on revient, on commence en maternelle. Mais encore une fois, la nécessité de ça, c'est l'application et c'est la volonté d'application. Je suis d'accord avec vous. Mais dépolitiser l'éducation nationale, moi je pense dépolitiser en tout cas les questions de citoyenneté. Voilà. Et en tout cas dépolitiser le fait que ces questions-là deviennent essentielles au même titre que vous l'avez dit, de savoir lire, écrire, compter. Et je suis parfaitement d'accord avec votre constat. L'école, à la base, c'est une institution pour apprendre à lire, compter, écrire et être un citoyen de la République. C'est ce qui fait son nom, l'école de la République. Parfaitement d'accord avec vous. Alors, tu nous parlais de ce concept d'apartisan et d'apolitique. Et tu disais que l'école Marianne était à la fois apartisan et apolitique, et tu disais que c'était pareil du réseau d'échange réciproque de savoir. Bon, je m'inscris en faux là-dessus. Je pense que, certes, nos deux associations peuvent être apartisans, mais je pense que nos deux associations sont politiques. Et je pense que la tienne également l'est. Pourquoi je pense ça ?
parce qu'il faut revenir au sens de définition des mots. À partisan, on ne prend pas parti pour n'importe quelle politique. Mais une association politique. Politique, ça vient du mot grec politikos, vie de la cité. Et finalement, de tout ce que tu nous as présenté depuis le début de cette émission, c'est une action politique, au sens vie de la cité. Et c'est peut-être aussi ce combat à réinstituer les mots qu'il faut faire. Se dire que, certes, à partisan, il n'y a pas de prise de parti politique, mais dire, tiens, je vais former des citoyens. Les citoyens, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas des sujets. À l'époque, on avait des sujets de Sa Majesté, quand on était dans l'Ancien Régime. Là, on forme des citoyens. Donc ça veut dire qu'on prend parti pour une démocratie, pour une république qui se veut dans une perspective d'émancipation des individus. Voilà. Et donc déjà, c'est un parti pris très fort, me semble-t-il. Et il ne faut absolument pas se tromper dans les mots pour dire que, effectivement, Condorcet le disait, l'école est là pour construire des citoyens. Le but, c'est pas de construire des consommateurs. Et consommateurs, qu'on pourrait dire en 3 mots, conso-émateur. Voilà, ça c'est pour le jeu de mots et la blague. Mais le but, c'est vraiment, à mon avis, de pouvoir se dire qu'on va élever. Et un élève, c'est pour l'élever. Le professeur, c'est le tuteur, c'est l'instituant, celui qui va permettre de donner le tuteur pour que l'élève grandisse, progresse. Voilà peut-être une réaction sur ces propos. Je rejoins sur le mot effectivement apolitique. Je mets simplement une réserve. Effectivement, qu'on va voir l'étymologie du mot, etc. Je suis d'accord. Néanmoins, force est de constater que quand vous intervenez dans les écoles, on vous demande est-ce que vous êtes apartisan et apolitique, parce que apolitique pour eux signifie prendre parti politiquement, participer à la politique du pays. Voilà. Mais je suis d'accord sur le fait qu'on participe à la vie de la cité, on en est même les socles, puisque justement c'est sur cette citoyenneté que après se base la vie politique. Et d'ailleurs, on parle souvent de l'abstention, on parle souvent de désintéressement des gens. Il y a plein de gens qui ne sont pas allés voter, mais ce qu'on oublie, je pense, souvent de dire, c'est à la base, est-ce que ces gens-là, ils ont été, entre guillemets, formés pour être des citoyens? Et donc, est-ce qu'on a basé ce socle à la base de gens qui comprennent, comme je vous le disais tout à l'heure, être acteurs de la société, qui comprennent la société dans laquelle ils vivent et qui là effectivement pourront dire que effectivement c'est une association qui est politique et apartisane. Voilà, on suis allé au discours traditionnel, mais je rejoins. Alors j'ai beaucoup aimé justement l'action qui était très concrète que vous avez fait dans un village. Les Ignans-Corbières. Les Ignans-Corbières, voilà. Dans le Corbière ? C'est entre Carcassonne et Perpignan. D'accord, ok. Et du coup, ça me parle. Parce que moi, personnellement, enfin voilà, j'arrive en fait. C'est la première fois que je viens, que j'écoute la laïcité, etc. Que je viens à l'émission de radio. Je trouve ça formidable. Et je me demande dans quelle mesure est-ce que toutes les actions que vous pourriez faire sont de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'à la limite, vous vous rapprochez des locaux et dire, voilà, quelles sont les problématiques ou qu'est-ce que vous souhaiteriez donc aborder. Et puis d'envisager ensemble justement une action qui serait... Et est-ce que vous allez dans ce sens-là ? Il y a là aussi un problème. Ça s'appelle le manque de volonté. Et je crois que nous, ce qu'on fait, et on a une démarche chez l'école Marianne, mais je pense que beaucoup d'associations font ça, nous, on va démarcher très régulièrement les mairies pour leur proposer nos services, etc. Vous avez beaucoup de mairies qui vous disent on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on n'a pas l'argent. Donc effectivement le mieux ce serait effectivement, et notamment à les Ignans-Corbières on y est parfaitement arrivé, c'est de pouvoir avoir un tissu associatif qui puisse parler entre eux et qui puisse justement interroger les problèmes locaux, ce qui ne va pas, et de pouvoir intervenir sur ces questions, exactement ce qu'on a fait à les Ignans-Corbières. Aujourd'hui on a 1 ou 2 mairies qui nous demandent d'intervenir, on interviendra cette année, mais force est de constater que c'est pas la priorité numéro 1 des gens. Et on en revient à ce qu'on dit depuis le début, c'est cette priorisation de la citoyenneté comme un réel problème. Enfin, nous on est preneurs, vous voyez, une mairie m'appelle et me dit venez, je vais pas leur dire non, je dirais oui avec plaisir et on viendra en nombre. Mais la question c'est la volonté. Idem pour les écoles. Aujourd'hui, je suis capable de vous dire qu'on a démarché l'entièreté des écoles de France. Ils ont tous reçu au moins un mail et pour beaucoup de villes, ils ont été appelés. Mais vous avez peut-être 10% qui vous répondent, et sur les 10%, vous n'en avez que 3% qui vous disent oui. Le reste, on n'a pas le temps, ça ne nous intéresse pas, ou on a déjà d'autres interventions de prévues,
sur d'autres thématiques extrêmement importantes. Mais donc vous avez, je pense, le manque de volonté est le principal aujourd'hui problème. Mais je reste optimiste, comme disait madame, et je crois encore à ce que ça puisse changer et à ce que les écoles puissent effectivement de plus en plus pouvoir nous voir intervenir, que les mairies puissent de plus en plus faire appel à nous. Il y a beaucoup de labels qui ont été lancés sur le sujet. Ville citoyenne, des grandes choses qui ont été lancées. Le concept de mois de la citoyenneté, comme on a fait à l'Union Corbière, est un concept en fait qui est ici. Il y a beaucoup de mairies qui l'organisent et qui se rallient à cette thématique-là. Beaucoup de mairies n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps et la motivation que d'organiser un tel événement. Mais comme je vous l'illustrais tout à l'heure dans l'exemple, effectivement, par exemple à l'Union Corbière, ça marche. Et d'ailleurs, ils le refont chaque année depuis des années. Et on voit une vraie amélioration. Donc si tous les pouvoirs publics prenaient la mesure de cette urgence et mettaient en place des actions comme celle-là, oui, effectivement, on arriverait à une situation extraordinaire où toutes les associations pourraient collaborer les unes avec les autres. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes ennemis de personne et je n'ai pas aujourd'hui de concurrents en termes de citoyenneté. Vous, c'est pareil au RERS. C'est que je dis pas on fait la même chose qu'eux, on est des concurrents, on va surtout pas travailler ensemble. Non, bien au contraire. Travaillons tous ensemble et il faut faire vivre ce tissu associatif ensemble pour pouvoir avancer. C'est notamment, nous, le fonds de dotation de l'école Marianne et ces subventions privées que nous on donne à des associations locales qui on pourrait considérer comme des concurrents, mais pas du tout. Ce sont des partenaires. Et je pense que si tout le monde avait cette vision-là et tout le monde avait cette approche-là, oui, effectivement, on arriverait à une situation où ça avancerait bien plus vite. Parce que quand il faut se battre contre les mêmes que soi, des fois, effectivement, c'est plus compliqué. Mais donc oui, je vais dans votre sens, je suis tout à fait d'accord avec vous. Des actions comme ça sont juste absolument géniales et vous disiez que c'était du concret pour vous, mais en fait, c'est en réalité ça, ce que veulent aujourd'hui les citoyens. C'est du concret. C'est réellement qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment une vraie action menée de bout en bout et c'est ce qu'on essaye nous de faire comme beaucoup essayent de faire et je le disais, je trouve que ça évolue beaucoup et que beaucoup plus de gens ou associations veulent un peu s'investir de ce sujet-là et c'est tout à leur honneur. Moi je suis salarié, je vous le disais, d'une association qui intervient sur les questions de laïcité, c'est des marchés publics. La métropole paye des sessions chaque année pour qu'on puisse intervenir et c'est tant mieux. Et il faudrait que ça puisse se généraliser et que partout il y ait des municipalités, il y ait des comités de communes qui font appel à des associations et qui les soutiennent derrière. Parce que ça aussi, il faut qu'il y ait un soutien derrière. Nous, aujourd'hui, on ne vit que sur des bénévoles. Vous avez beaucoup d'associations où il faut des salariés et il faut qu'il y ait un soutien financier derrière. Et quand il n'y a pas le politique qui va soutenir cette action-là, derrière, ça ne peut pas tenir éternellement ou ça peut tenir à faible dose avec en faisant ce qu'on peut faire le soir. Vous voyez, on parlait d'une problématique très terre à terre. Moi, je n'ai que des bénévoles. Il faut intervenir dans des écoles et des collèges. Il faut trouver des gens qui sont soit retraités, soit qui ne travaillent pas un jour ou 2 jours par semaine pour qu'ils puissent intervenir sur les horaires scolaires, par exemple. Si, et nous, en tout cas, c'est pas notre cas, on n'a pas de subvention pour pouvoir intervenir dans les écoles. Si vous n'avez pas l'État et les politiques qui soutiennent cette action-là, donc de volonté derrière, on ne peut pas mener l'action jusqu'au bout avec toute la bonne volonté du monde. C'est pas tenable sur le temps. Donc il faut qu'il y ait une manque de volonté et il faudrait qu'il y ait plus de volonté. Mais je crois que ça commence à venir et je crois que c'est quand même quelque chose qui commence à se développer et qui commence à de plus en plus effectivement se répandre. Alors, si je reviens un petit peu sur la loi confortant le respect des principes de la République, cette loi du 24 août 2021. Il me semble qu'il a été adopté notamment un référé laïcité. Est-ce que tu pourrais nous parler, qu'est-ce que c'est ce référé laïcité ? Effectivement, le référé laïcité, c'est quelque chose qui a été institué et qui fait, vous le savez, un référé, c'est vous allez faire effectivement un référé au préfet, en préfecture, et c'est quelque chose qui va être traité sous peu de temps, parce qu'il y a un problème circonstanciel et qu'il faut répondre tout de suite. Et il y a cette notion de référé laïcité qui a été instaurée et qui permet effectivement, en cas de non-respect de laïcité, de pouvoir développer un référé laïcité et que le préfet puisse s'en saisir beaucoup plus rapidement pour répondre beaucoup plus rapidement à ces questions-là. Donc je veux bien vous expliquer ce qui s'est passé avec le référé laïcité pour la mairie de Grenoble. Il y a une association à Grenoble qui voulait faire pression sur la mairie pour permettre l'utilisation du burkini dans les piscines. Le burkini, c'est le vêtement de bain à une association qui avait vraiment une volonté de faire pression. Donc ils ont fait ce qu'on appelle un happening. Qu'est-ce que ça veut dire un happening ? Ils sont mis tous d'un coup dans un burkini, ils sont jetés dans l'eau, tous en même temps, ils ont pris des photos et ils sont vite ressortis de l'eau derrière. Voilà. Pour faire pression, bien sûr, photos, images et tout, on fait le tour de la presse en France. Et grande question. Cette pression,
parce que je rappelle quand même qu'il y a un problème de salubrité si on interdit les vêtements amples dans les piscines publiques. C'est parce que justement, il y a un problème, on n'a pas le droit des shorts, on doit prendre des maillots de bain pour des problèmes de salubrité, donc de santé publique. La mairie de Grenoble a voulu céder à cette pression qu'a fait cette association. Elle a voulu changer le règlement intérieur de la piscine en le vantant au conseil municipal pour permettre au burkini d'être utilisé. Grâce à cette loi, le préfet, qui dépendait de ces départements, a fait un référé laïcité, justement, pour attaquer la décision en justice de ce conseil municipal qui avait voté ce référé laïcité. Cette modification du règlement intérieur des piscines grâce au référé laïcité qui a été attaquée. Décision du tribunal administratif, la décision a été cassée. La mairie fait appel, ça va au Conseil d'État. Le Conseil d'État a cassé la décision, a confirmé la cassation de cette décision de la municipalité. Le règlement intérieur de la mairie n'a pas pu être changé. Voilà un outil très clair où le référé laïcité a été très utile. Voilà. Un commentaire peut-être là-dessus ? Merci pour ces explications, Jérémy. Effectivement, là aussi, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. On est à des outils, effectivement, pour permettre d'aller plus vite. Et c'était bien là l'objet de la loi, en réalité. Pouvoir aller plus vite sur un certain nombre de sujets, les dissolutions, pouvoir aller plus vite sur l'enseignement à la maison, en permettant d'avoir une autorisation préalable, ce qui permettait de filtrer davantage, et aller plus vite également dans le cadre des référés laïcité. Tu évoquais, si j'ai bien entendu, 27 dissolutions d'associations. Est-ce que quel type d'association a été dissous et pour quelles raisons, de celles qui te viennent à l'esprit ? Je me souviens de 2-3 là, je ne peux pas les 27 évidemment, hein. Le soulèvement de la terre par exemple, qui contrevenait à l'ordre public. Le soulèvement de la terre, c'est une association écologiste qui menait des actions qui pouvaient troubler l'ordre public. Alors ça n'avait pas vraiment de rapport avec la laïcité en l'occurrence, mais ça contrevenait aux valeurs de la République. Il contrevenait un certain nombre il menait des actions assez violentes pour la plupart, avec des restrictions de liberté qui étaient illégales en l'occurrence. Et cette loi-là a permis effectivement d'aller beaucoup plus vite et au ministre de l'Intérieur de pouvoir dissoudre cette association beaucoup plus rapidement qu'il l'aurait pu émettre. Effectivement, j'ai évoqué 27. Ce que je disais, je répète donc, de 2012 à 2020, on avait eu une vingtaine, je crois que c'était 25 ou 24 ou 25, et on voit qu'en 4 ans, alors en 9 ans, et on voit qu'en 4 ans, on en a eu davantage, parce qu'on a pu renforcer ces choses-là, et donc il y a une réaction beaucoup plus rapide de l'État, qui permet d'intervenir beaucoup plus vite, et on est toujours dans cette idée de la rapidité, et de permettre d'aller plus vite, de frapper plus fort, et derrière de donner les moyens d'agir. Il me semble que pour cette association des soulèvements de la terre qui a été dissous, c'est parce que aussi dans leur programme de formation, ils proposaient des formations pour se rebeller contre la République. Et donc c'est peut-être aussi principe anti-républicain. Voilà, c'est peut-être pour ça que cette association notamment a été dissoute, parce qu'elle proposait à ses adhérents de se former, à se révolter contre la République. Donc il peut y avoir des manifestations qui sont tout à fait légales, et là personne ne dit. Par contre, s'il faut prendre les armes et aller contre la police et autres, c'est une autre affaire. Je vais vous confronter un petit peu par rapport à votre site. J'imagine, moi je viens d'arriver, je vois le site, découvrez l'environnement, donc Marianne. Oui. Si je clique sur justement la mallette, il me dit pour l'instant ça marche pas. Il y a une erreur logicielle alors. D'accord. Vous voyez, désolé. Je résoudrai le problème à la fin de cette heure. C'est du concret aussi. Ah bon, mais je résoudrai le problème. Le site est en construction également. Enfin voilà, je me permets de vous le dire parce que bon. En l'état, ce matin encore, la mallette Marianne était accessible. Et si elle ne l'est pas, j'en suis désolé, elle le sera très vite. Merci à vous. Alors encore une petite réflexion. Donc on a parlé de l'école tout à l'heure. Bon, former les citoyens, c'est son devoir. Mais pour y avoir travaillé pendant longtemps, on observait chez nos élèves des comportements au sein de l'établissement qui étaient très bien. Ils respectaient les règles parce qu'on avait on va dire, une politique qui faisait on était une équipe et on avait à cœur que nos élèves se tiennent bien, etc., respectent les règles de l'école. Et malheureusement, ce qu'on observait dès qu'on sortait, on avait des vacances, c'est que quand ils revenaient, ils étaient regagnés par l'extérieur. C'est-à-dire que toutes ces valeurs qu'on avait réussi à leur faire acquérir et qui se passaient très bien au sein de l'établissement, on avait du mal, en fait, à les faire perdurer à l'extérieur. Alors, je ne dis pas que c'était inutile le travail, parce que
par expérience toujours, on sait bien que on met des petites couches, il reste toujours quelque chose qui un jour ressort. Mais c'est vrai que la laïcité, la citoyenneté, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large. Et si on n'a pas l'adhésion en fait de la population, et entre autres pour nous, dans notre métier, des parents d'élèves, c'est compliqué. Il y a une éducation aussi à faire avec les parents qui doit être effectivement très bienveillante, qui doit se faire tranquillement. Mais tant qu'on n'aura pas ça, et ça passe aussi par le regard, un travail sur nous-mêmes. Parce qu'on a notre regard sur les autres qui est très souvent dévié par les médias. Les constructions qu'on nous montre, une personne d'un certain type physique, on l'assimile forcément à un certain type de personne, un certain comportement. Il y a tout un regard à changer. Alors c'est peut-être moi, mon expérience professionnelle qui fait que j'ai été confrontée à des tas de gens très différents et je me suis rendu compte de ça, qu'on a tous des a priori sociaux et que c'est quelque chose à casser pour pouvoir arriver à briser la glace. Et c'est ce qui s'est passé en fait à Lézignan, par exemple. C'est que vous avez réussi à changer le regard des uns quand même, un petit peu, des uns avec les autres, puisqu'ils ont réussi à communiquer. Donc voilà ma question. Bon, moi je dis souvent, je plante des petites graines, mais votre expression marche aussi. On n'a pas réussi à changer la vision des gens. Ce serait faux de dire ça. On a réussi à les faire avancer. Vous avez tout à fait raison de pointer le sujet du fait que éduquer à l'école c'est bien, mais il y a la société en général. C'est pour ça que les efforts qui doivent être faits en termes de transmission de la citoyenneté, de formation de la citoyenneté, de sensibilisation, c'est pas que envers les écoles, mais c'est envers toute la population. Et moi, par exemple, à Lézignan, pour reprendre l'exemple, on est aussi intervenu auprès de parents d'élèves dans le cadre des formations adultes, effectivement pour les former eux. Mais vous avez parfaitement raison sur le fait qu'il y a souvent, et notamment pour les familles les plus difficiles, où la laïcité est mal comprise, il y a un fossé entre ce qui est dit à l'école et ce qui est dit à la maison. Et le rôle de l'école là, c'est justement de permettre, encore une fois, l'élève, durant la semaine, il est quand même très souvent à l'école. Le rôle de l'école, c'est justement d'aller, d'aller dans cette formation-là et de répéter, de rabâcher, et de transmettre et de pouvoir intervenir et d'en faire quelque chose d'essentiel. Et je pense aussi que c'est aussi un vecteur pour faire changer de point de vue et de faire évoluer les parents, aussi les enfants. Il y a un certain nombre de choses, je le sais bien, je suis encore jeune et je fais évoluer mes parents sur un certain nombre de sujets. Et donc je pense aussi que c'est aussi grâce à ça qu'on peut faire aussi un peu avancer la vision et les choses à la maison. C'est l'école par les enfants va toucher de fait la société. Et puis il ne faut pas oublier que les étudiants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Et que ce problème-là, si on le prend à bras le cœur aujourd'hui, alors demain, on aura déjà résolu pas mal de choses. Parce que si on est capable aujourd'hui de faire en sorte de sortir des générations du système scolaire qui sont beaucoup plus impliquées dans la citoyenneté, qui savent ce que ça veut dire, par exemple, la laïcité, effectivement, demain, on sera bien plus à même qu'ils puissent le transmettre à leurs enfants et donc on aura fait avancer le problème. Donc effectivement, les enfants à l'école, il peut y avoir cette dissonance avec la maison et je pense que c'est là le rôle de l'école que de pouvoir répéter et permettre d'avancer. Maintenant, ça ne sont que des petites graines, à eux de s'en saisir. On ne peut pas obliger quelqu'un à adhérer et à mûrir dans sa citoyenneté s'il n'en a pas envie. L'autre rôle, et je pense que du coup le rôle de l'école avant tout, c'est de lui permettre d'avoir cette envie de pouvoir avancer là-dessus. Et puis c'est de permettre de pouvoir former des nouvelles générations qui demain, de fait, transmettront parce qu'elles auront compris l'enjeu. Voilà, mais je suis parfaitement d'accord avec vous, je rejoins votre réflexion. Jean-Cri a griffonné, dessiné. Et on va voir les caricatures qu'il nous a fait pour ce soir. Jean-Cri, tu as la parole. Parlons laïcité. Oui, la loi de 2021 cadre pas mal de choses et elles ont été rappelées par notre intervenant. Dans la loi de 2021, notamment, c'est assurer l'égalité des citoyens devant le service public. Ça en fait partie, du moins ça le rappelle, puisque c'est intrinsèque à la laïcité. Donc là, on a un tout petit bonhomme qui n'arrive même pas à atteindre le guichet parce qu'il est trop petit. Et puis il dit, on avait dit égalité. Parce que ce qui est important dans l'histoire de la laïcité, c'est que c'est toujours amené à ces histoires de religion. En fin de compte, c'est pas que des histoires de religion, c'est des histoires de liberté de conscience, c'est des histoires d'égalité, c'est intrinsèque à la République, c'est dans l'ADN de la République. Donc ça dépasse largement simplement des histoires de religion. Après, dans la loi 2021, on l'a appelé aussi la lutte contre le séparatisme.
Alors bien sûr, on pense toujours à certains types de populations. Là, j'ai dessiné Picsou avec des barbelés, où il dit séparatisme, séparatisme, c'est un peu exagéré. Il faut quand même savoir que nos multimilliardaires achètent des îles aujourd'hui, puisqu'ils savent que de toute façon, le climat c'est foutu. Et donc, ils sont en train de se mettre, eux, ils font carrément du séparatisme de la société, de l'humanité, puisqu'ils s'achètent des îles désertes qu'ils équipent complètement en autonomie. Après, dans la loi de 2021, il y a effectivement le contrat d'engagement républicain. Alors, c'est intéressant cette histoire de contrat, parce qu'il ne faut jamais oublier, la loi est égale pour tous, mais le contrat, c'est un rapport de force. C'est pour ça que vous avez plutôt quand on regarde un peu l'histoire de France, vous avez des gens qui défendent la loi, et puis il y en a qui essayent de nous refiler du contrat à chaque fois, comme ça on est dans le rapport de force, et comme ça crée des inégalités, puisque c'est un rapport de force. Et donc là, c'est loi 2021, le contrat d'engagement républicain, et là vous avez un tueur à gage qui dit un contrat, ça m'intéresse, et vive la République. Et puis, un dernier dessin, puisque dans la loi de 2021, il y a effectivement la protection des agents confrontés aux attentes de la laïcité. Ça en fait partie. Et donc là, on a un monsieur qui semble être un professeur, puisqu'il y a des élèves derrière, il a un petit cartable. Et là, il reçoit, on lui envoie un guide, un papier où il y a écrit loi, un numéro vert, et puis on lui dit, ça y est, vous avez tout. Parce que le coup du numéro vert, ça fait quelques années, ça fonctionne assez bien. Merci. Parlons laïcité. Merci Jean-Cry. Une petite réaction, Samuel, pour tous ces dessins? Simplement le dernier, là, qui m'a fait beaucoup rire. D'abord, bravo, c'est excellent. Et ça résume bien le dernier, ce que je dis depuis tout à l'heure, des outils. Mais les outils, ça ne suffit pas. Parfois, il faut pouvoir agir aussi. Mais bravo, c'est très beau. Cet été, quartier d'été, quartier prioritaire, l'association dans laquelle j'interviens comme bénévole décide de monter une reconstitution de la prise de la Bastille. 80 personnes volontaires pour jouer le jeu, qui vont de 8 ans à 75 ans, et je ne sais pas combien de nationalités, peu savent parler français. Première chose, la prise de la Bastille, ça passe par la Marseillaise. Donc on commence à apprendre la Marseillaise aux gamins. Ça marchait pas. Ils ne retenaient pas. À un moment donné, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce qu'ils ne comprennent pas. Donc on a commencé à expliquer ce que c'était que la Marseillaise. Le jour de leur restitution, ça a été génial. Ils avaient tout compris. Les gamins avaient même inventé un rap sur le vivre ensemble. Les citoyens, ils ont témoigné comment voter. On a travaillé là sur le vote des femmes. Les premières fois que les femmes votaient, après la libération, la citoyenneté était bien passée, on avait bien compris. Et je me rappelle, témoignage, c'est là où ça devient compliqué, et j'entends bien avec l'école que c'est compliqué, mais ces gamins qui avaient inventé le rap sur le vivre ensemble, qui l'avaient chanté devant la préfète qui était là, une fois le rap terminé, ils se sont mis sur le côté, ça c'était très bien. Sauf qu'ils ont commencé à se bagarrer. Le vivre ensemble, ça marchait plus jusqu'au moment où ils se retrouvaient face à face. Et il a fallu aller les séparer. Donc c'est pas parce que je sais parler de la laïcité, que j'ai appris la Marseillaise, que j'arrive à parler mieux français, qu'on arrive à dialoguer sur la laïcité, que ça se traduit dans les faits. Le travail ne s'arrête pas là, c'est un travail permanent. Permanent. C'est un travail perpétuel. C'est évident que ça ne rentre pas et hop, ça éclot comme ça. Il faut le temps, il faut répéter et il faut pouvoir avancer ces questions-là. Donc effectivement, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais je répète, 3 à 18 ans à l'école, en moyenne, c'est quand même 15 ans à l'école. En 15 ans, on a le temps de pouvoir faire adhérer des gens réellement aux valeurs de la République. Mais il est vrai que il ne suffit pas que de comprendre et de tenter d'y adhérer pendant 5 minutes. Il faut réellement y adhérer et c'est un travail sur le long terme. Peut-être que Jean-Cry nous fera un jour une caricature avec Sisyphe qui pousse au rocher pour monter au-dessus de la colline, et puis après, une fois que le rocher est en haut de la colline, il redégringole et Sisyphe est obligé de revenir repousser le rocher. Mais peut-être que Sisyphe est content à le faire aussi, parce que finalement, peut-être qu'il y a quelques progrès qui passent. Voilà, il faut peut-être se poser la question, est-il content ? C'est en échouant qu'on y arrive, comme on dit. Mais effectivement, après, je ne crois pas que
tout doit être, enfin je veux dire, quand on est enfant on fait tous des bêtises, c'est pas parce qu'on a un manque de citoyenneté, en l'occurrence dans votre exemple peut-être, mais l'école est là aussi pour ça, je crois. C'est un endroit aussi où on peut faire des bêtises parce qu'on va être réprimandé et parce qu'on est là pour aussi apprendre. Donc si on arrive à transmettre un cadre et une citoyenneté à nos jeunes et qu'en même temps on arrive à réprimer les bêtises et du coup réprimer les échecs, à terme on y arrive, je crois. Mais la caricature serait très bonne. Et je crois que ça illustre parfaitement aussi ce que ça veut dire aussi mûrir dans sa citoyenneté. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça en 3 minutes et hop on l'a acquis et c'est fini. Non, on peut effectivement dégringoler la colline plus d'une fois, se tromper plus d'une fois, mais l'objectif, et je crois que l'école, les associations locales et la société doit être là pour ça, l'État doit être là pour ça, c'est arriver à permettre aux gens de remonter, voilà, et de faire en sorte qu'ils arrivent à remonter correctement et en reprenant étape par étape et en étant vraiment dans une vraie citoyenneté bien acquise. Alors, tu nous parlais du fonds de dotation de l'école Marianne tout à l'heure. Tu disais qu'il y a des projets hors école Marianne qui sont financés par ce fonds de dotation. Est-ce que tu peux nous citer quelques projets qui ont été financés ? Pour l'instant, on a financé 2 projets. C'est un fonds de dotation qui s'est ouvert en janvier 2025, donc il y aura bientôt 1 an. On a financé 2 projets. On a financé un super projet dans la Loire, 3 jeunes qui ont peint un mur communal ou d'une association plutôt, mais voilà, qui était visible dans la commune, sur la question de la discrimination raciale. Et donc ils ont fait une fresque et donc on leur a financé les outils nécessaires et l'intervenant pour les aider. Le second projet qui a été financé, c'est un projet il me semble pas loin de Perpignan, et en l'occurrence c'était des jeunes pareil qui ont réalisé une pièce de théâtre sur les questions de discrimination, mais cette fois-là religieuse. Et ils ont monté toute une pièce de théâtre et pareil, on a aidé à financer la salle qui a pu effectivement les aider à intervenir et des coachings avec des professionnels, ce qui leur a permis effectivement de rassembler des gens et de pouvoir d'abord sensibiliser des gens, mais aussi continuer à mûrir dans leur citoyenneté et à s'impliquer. Et je crois que c'est intéressant. D'ailleurs, tous ces jeunes-là sont devenus bénévoles chez l'école Marianne désormais. Comme quoi... La loi sur le séparatisme, c'est un sacré bon exemple à Courcouronnes-Centre. Toutes les haies, toutes les cloisons sont de plus en plus hautes, alors qu'on avait un esprit ouvert à tous les voisins. Donc je veux dire, ici, il faudrait trouver un autre mot peut-être, je ne sais pas. J'en ris aussi, je ne suis pas méchante, mais les mots ont du poids pour qui ? Nous, on est complètement convaincus de ça. Bien sûr, on est nés pratiquement avec tout ça. Mais c'est les autres qui ne le comprennent pas, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Je crois qu'il faut bien expliquer ces mots-là. Et je crois qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, madame. En réalité, les mots ne sont plus compris. Vous avez raison. Mais l'objectif, c'est de pouvoir permettre à ce qu'ils puissent être compris. Et de pouvoir, par plein de choses, et en multipliant les choses, les faire comprendre. Et je crois que quand on est dans un système où effectivement, vous voyez par exemple cette loi séparatisme, confortant les principes de la République de 2021, c'est une loi qui a fait beaucoup réagir. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette loi. Et ça a crispé beaucoup de gens. Peut-être aussi parce qu'ils n'avaient pas compris le sens des mots et qu'il y avait un tel décalage entre leur compréhension de la situation et cette loi qu'ils l'ont trouvée surprise, ils s'en sont trouvés surpris, ils l'ont trouvé trop féroce, ça atteignait les libertés, etc. Donc je crois qu'il y a une vraie pédagogie en réalité à avoir. Et pédagogie, c'est pas qu'un terme infantilisant pour des enfants, c'est pour l'ensemble de la population à avoir pour permettre à ce que les gens comprennent. Moi, petite question comme ça, petite idée, mais je me suis toujours demandé, on voit 25 000 pubs à la télé. Pourquoi ? Et on voit 25 000 spots du gouvernement pour devenir enseignant. Pourquoi on n'utilise pas, par exemple, des spots comme ça en faisant 40 ou 50 secondes sur la laïcité ? On utilise des mots simples, pédagogie, et on peut, comme ça, transmettre les choses. Et je reviens à ce que nous disions tout à l'heure lors de votre première question, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Et en l'occurrence, pas la volonté des politiques actuelles que de le faire. Mais pourtant, c'est quelque chose qui, en l'occurrence, serait faisable.
voyez, et on serait dans cette pédagogie pour faire comprendre ces mots-là qui effectivement sont mal compris. Et je crois que beaucoup de gens se renferment sur eux-mêmes, on ne comprenne pas. Prenez l'exemple, encore une fois, de la laïcité, où beaucoup de gens ne comprennent pas la laïcité, s'en révoltent et on devient virulent vis-à-vis de cette question-là. Or, en réalité, ils ne l'ont pas comprise. Et donc, ils s'enferment dans leur bulle, comme pour reprendre votre exemple, leur haie monte, mais en réalité, elle monte, mais eux n'ont juste pas compris. Et juste s'ils comprenaient les choses, peut-être qu'ils la tailleraient, la haie, ensuite. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous, madame, et je pense que c'est la pédagogie, et je pense qu'il faut allier les deux, et que la pédagogie peut résoudre les choses. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question de ma voisine, mais à propos des haies qui montent, et je me disais qu'on est dans un monde affolant, que les populations fuient leur désastre et arrivent chez nous. Moi-même, on vit dans une maison mitoyenne et mes voisins ont monté une palissade. Je suis très pro-haie et pro-verdure, mais je les ai laissés faire. Ils sont chez eux et je trouve que, curieusement, maintenant, nous parlons beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que j'ai accepté quelque chose que je n'aime pas, mais qui leur ressemble. Mais ils ne sont pas pour autant fermés à la citoyenneté, à la laïcité. C'est pourquoi je trouve que c'est très compliqué de généraliser et de comprendre les autres. Et ça implique aussi énormément de tolérance. Sans tout tolérer, peut-être, je ne sais pas. Alors, il y a deux choses pour vous répondre. Effectivement, la première, c'est que le vivre ensemble implique l'acceptation de l'autre. Et la base de la lutte contre les discriminations, c'est accepter la différence. Donc, je suis heureux que vous ayez pu accepter cette palissade au lieu de cette haie. Mais votre réflexion est extrêmement intéressante. Deuxième réponse qui est liée à votre question, mais peut-être pas totalement, mais je crois qu'elle est intéressante. Je crois qu'on est aussi dans une société qui s'individualise beaucoup. Les causes sont multiples. Il y en a de tout ordre, religieuses, mais également dans cette citoyenneté, je pense que ça en est une des autres. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument, et qui pensent avoir absolument rien en commun avec leurs voisins. Et le voisin de palier d'à côté, franchement, on n'a rien en commun, quoi. Bon, c'est le voisin. Or, à la base de tout, on est tous citoyens. Et je crois que ce vivre ensemble et cette citoyenneté, elle passe aussi par faire en sorte que chacun ait une chose en commun. Le fait d'être français, citoyen français, ou de vivre en France, mais d'être citoyen français et de permettre de vivre dans le même pays, avec les mêmes valeurs, etc. Et on l'a bien vu dans notre exemple tout à l'heure de Lézignan-Corbière que cette fameuse dernier événement de clôture de notre événement, où le maire, les élus me disent « mais on n'a jamais vu ça, ils se parlent tous, ils se tapent pas dessus ». Ben oui, mais c'est peut-être la seule fois de leur vie où ils avaient un truc en commun. Qu'ils viennent d'un ou deux côtés de la ville, en fait, ils parlaient de l'événement, ils parlaient j'en ai entendu parler d'actualité, mais ils se sont trouvés quelque chose en commun. Et je crois que l'individualisme aujourd'hui qui frappe notre société, parce que je crois qu'on a une montée de l'individualisme qui est assez terrifiante, je trouve, mais où les gens sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes et ne réfléchissent moins en vie collective et en collectivité. Je crois que elle prend source aussi, cet individualisme, dans justement ce manque de citoyenneté et ce truc de ne plus se considérer citoyen d'une société. Quand on est à l'après-guerre, après les guerres, etc., il y avait ce sentiment national. Je suis français, on allait aux commémorations, c'est normal, la guerre et l'après-guerre, c'est toujours ça. Et je crois qu'on est depuis très longtemps dans une situation en France où il n'y a plus de conflits, où la vie est paisible, où pas pour tout le monde, mais en l'occurrence, voilà, on n'est pas inquiété par grand chose en soi, et où du coup, on en arrive à se regarder le nombril, comme on dit, et à se regarder soi-même, et donc à ne plus faire union. Et je crois que la citoyenneté, c'est aussi permettre de faire union et d'arriver à une vie en collectivité, et donc de sortir de cet individualisme qui est croissant. Donc votre question m'a fait penser à ça, quand vous parliez effectivement de la haie et de votre voisin qui avait des amis. Voilà. Mais effectivement, je crois que le combat pour la citoyenneté, c'est aussi un combat pour la fin de l'individualisme, en tout cas comme il est perçu aujourd'hui, de réfléchir qu'à soi et de plus penser en vie en collectivité, vie en collectif. Et quand je dis, je répondais à votre question tout à l'heure et vous me disiez ça veut dire quoi être citoyen, je vous disais mais c'est
comprendre le système dans lequel on vit. Être acteur de la société, c'est aussi être acteur de ses relations avec les autres de cette société, parce que à la base même, c'est le contrat social. C'est le fait qu'on a tous accepté de vivre ensemble, de donner certaines de nos libertés à l'État pour permettre de vivre en sécurité et ensemble. Et donc il y a je crois que cette notion d'ensemble qui est importante. Et je crois que la citoyenneté en est l'un des principaux vecteurs de ce ensemble. Voilà pour cette petite réflexion. On a, puisqu'on parlait un peu de l'évolution, on parlait un peu de l'évolution de la société, et ce qu'on voit bien, c'est que même au plus haut niveau de l'État, les remises en cause de la République, c'est-à-dire les remises en cause notamment de la justice, de ce qu'on voit dernièrement, y compris d'un peu partout, où ça devient totalement surréaliste. Je vous évite le casse-toi pauvre con, etc. C'est-à-dire en termes d'image et puis de la notion d'exemplarité, et quand même on en est assez loin. L'interrogation qu'on a eue et que beaucoup de gens ont eue quand cette loi est sortie, c'est dans quelle limite, qui décide ce qu'est la République, vu que ceux qui sont censés la défendre la bafouent allègrement. Et donc la question c'est, est-ce que cette loi n'a pas servi, et là je me tourne vers vous puisque vous avez étudié un peu plus cette question-là, est-ce que cette loi n'a pas servi à de museler certaines associations qui effectivement, je pense notamment à cette notion de désobéissance civile, qui est quelque chose qui existe, je parle pas de tout casser, je parle de désobéissance civile. Il y a plein d'autres choses comme ça, et on voit bien qu'aujourd'hui, quand il y a des manifestations, justement suite à la loi de 2015, suite aux attentats, maintenant ils vont chercher les manifestants la veille de la manifestation, ils les mettent en garde à vue le temps de la manifestation, ils les relâchent après, on le sait. Tout le monde le sait, c'est documenté. Et donc le temps qu'on fasse un recours, on passe à autre chose. Dans quelle limite cette loi ne permet pas justement de museler tout simplement ceux qui ne sont pas dans la parole dominante? Moi je n'utiliserais pas ce terme de museler. Je pense que cette loi, et je vous le disais tout à l'heure, a réellement rappelé un certain nombre de choses qui existaient déjà, mais qui peut-être étaient nécessaires d'être rappelées en remettant un cadre. Voilà. Par exemple, cette loi parle de la neutralité du service public, dans le service public. Bon, elle existait déjà avant, en réalité, mais on le rappelle. Donc je pense que cette loi, je dirais pas le terme muselé, mais je crois que cette loi, effectivement, rappelle et remet un contexte et un cadre nécessaire. Est-ce que c'était nécessaire à la suite de tout ce qu'on a pu vivre ? Et dernièrement, avant que cette loi soit adoptée, on était juste après Samuel Paty. Je crois que c'était aussi nécessaire de la part de l'État et des politiques que de rappeler ce qu'était la République et ce qui a toujours existé dans la République. C'est pas des choses nouvelles. Je vous dis, beaucoup de cette loi en réalité, c'est des rappels, si je puis dire. On a rappelé le cadre. On vit dans une République et c'est comme ça. Et c'est la laïcité, c'est la neutralité fonctionnelle, etc. Et donc, je crois que c'était important à cette période-là que de le faire aussi, et qui est à la fois ces nouveaux ajouts, et on en a beaucoup parlé ce soir, mais aussi ce rappel-là. Donc museler, je ne dirais pas, je pense que ça a remis un peu les pendules à l'heure sur le cadre existant. Voilà. Après, sur les avis politico-politiques, je ne peux pas prendre parti, je n'ai pas le droit de me politiser sur cette question-là. Alors, il y a un mot qui a été utilisé, deux mots même, vivre ensemble. On peut lui faire dire tout et rien dire à ce mot vivre ensemble. Est-ce qu'à l'époque, dans l'Antiquité romaine, les esclaves et les maîtres ne vivaient-ils pas ensemble? Donc il y a peut-être aussi quelques notions là-dessus. C'est un terme avec moi, que, pour ma part, où j'ai beaucoup de mal, vivre ensemble. C'est un mot un peu valise. Voilà, on va aux États-Unis, on va en Angleterre, ils vivent ensemble, d'accord, ça n'empêche pas qu'il y ait des ghettos pour riches et des ghettos pour pauvres. Donc je préférerais le terme de substituer par concorde universelle, qui me semble beaucoup plus de sens. Concorde, parce qu'on travaille en commun, on fait l'acte politique dans le sens politikos grec du contrat social, c'est-à-dire on fait société commune, et universel parce qu'on l'étend, et on global, et on reconnaît tous, finalement, avec ce contrat social, l'humanité. Nous sommes tous des homo sapiens. Et ça, c'est important de se redire qu'on est tous des humains qui veulent phosphérer et travailler en société là-dessus. Que penses-tu de ce terme concorde universel ? D'abord, l'exemple que tu citais au début d'esclaves et de maîtres, je crois que la grande différence avec la société aujourd'hui, c'est qu'il n'y a ni esclaves ni maîtres, et qu'en l'occurrence, on est tous citoyens. Et que qui que ce soit, on est citoyen. Alors effectivement, dans sa vie, dans sa situation professionnelle, situation économique, etc., il y a des différences, c'est clair. Mais aux yeux de la loi, de l'État, on est tous citoyens. Et la République, c'est ça. Donc,
je ne raillerai pas le terme de vivre ensemble personnellement, même si le mot concorde universelle est très intéressant aussi, et tu l'as expliqué, et je crois qu'il répond aussi à ça, mais le vivre ensemble, il veut dire aussi vivre selon ses différences ensemble. Et donc je crois que voilà, je renie pas le mot de vivre ensemble, parce que je crois profondément que effectivement ça veut tout et rien dire. Je pense que ça veut surtout dire qu'on est tous citoyens d'une société, on a objectivement aux yeux de la loi tous les mêmes droits, tous les mêmes devoirs, et on vit ensemble. Il y a des réalités qui font que, économiques, familiales, etc. Mais justement, c'est là où je trouve la racine du vivre ensemble, c'est que peu importe ces différences, on vit ensemble en fait. Mais concorde universelle, je prends aussi, je le note. Quand tu parlais du contrat d'engagement républicain, il me semble qu'un élément du contrat d'engagement républicain, c'est le respect des symboles de la République. Qu'est-ce que c'est que ces symboles de la République? Alors, certains qu'on connaît, mais je crois qu'il y en a 7 ou 8, il me semble. Alors, les symboles de la République, d'abord, pour un cadre général, je crois que c'est quelque chose qui a été créé, et je crois qu'il est utile, en tout cas, aujourd'hui dans la société, parce que, et on le remarque, nous, dans nos interventions, les gens ont souvent du mal à se représenter la République. Et c'est quelque chose de compliqué quand on était sujet du roi. Et qu'on était dans une monarchie, c'est simple, c'était le roi, quoi. Voilà. Quand on est dans une république, c'est vachement plus compliqué que de conscientiser la République. Et c'est quelque chose qui, je trouve, ressort énormément quand on intervient. Je sais pas trop comment le montrer, mon République. Et donc, bon, des symboles de la République, il y en a beaucoup. La cocarde, la Marianne, je crois... C'est pas parce que je m'appelle l'école Marianne, mais je crois que c'est quand même la première d'entre elles, parce que c'est la femme qui représente la République, et donc c'est le visage, c'est la personnification de la République, la Marianne, et qui en plus, chaque année, ou c'est pas chaque année, c'est un peu plus loin, mais régulièrement, on prend une autre femme comme modèle pour pouvoir faire les timbres de la Marianne, et je trouve que c'est hyper intéressant, ça montre que la République, elle vit, et qu'elle est universelle, et qu'on a tout le monde. Effectivement, oui, bon, pour un symbole de la République, on a donc la Marianne, on a la cocarde, on a le drapeau français, on a la Marseillaise, on a effectivement le 14 juillet, qui est la fête nationale. On a, j'en ai forcément oublié quelques-uns, et peut-être que Jérémy a une idée qui ne me serait pas revenue, mais... Je peux venir en ton aide en disant déjà qu'hélas, la cocarde ne fait pas partie des symboles officiels de la République française, hélas. Mais nous avons par exemple des symboles qui sont parfois absolument inconnus, tel le faisceau du licteur. Effectivement. Il est sur le symbole, d'ailleurs, de l'emblème de la présidence de la République. On le trouve au centre, effectivement, et peu connu, effectivement. On en parle moins souvent. Le faisceau de licteur, si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, vous avez au-dessus de ce symbole soit une double hache, soit une hache simple, soit une lance, parce qu'il y a plusieurs versions. Vous avez plusieurs bâtons qui sont attachés les uns et les autres. Ça fait un faisceau. Et le licteur, dans l'Antiquité romaine, c'était celui qui rendait la justice. Et il se baladait avec son faisceau sur le dos, et il arrivait pour dire « ça y est, j'arrive, je viens vous aider à rendre la justice ». Et c'est rigolo de se dire, c'est aussi un symbole pour moi qui représente un symbole d'unité, d'union, parce que tous les bâtons sont attachés. Qu'est-ce qu'on fait si on prend un seul bâton et qu'on le tord? Il me semble qu'il va casser. Mais si on prend plein de bâtons à la fois et qu'on les tord, là, ça va plus résister. Est-ce que peut-être c'est cette forme d'union que fait la société que représenterait peut-être aussi ce faisceau de licteur? Puis ça rappelle, tu as parlé de justice, ça rappelle que c'est aussi un élément centrale dans la République, la justice. Et je veux d'ailleurs réagir parce que tout à l'heure on a parlé de la confiance en la justice, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, ça. Vous avez vu la justice, elle a condamné telle ou telle personne, ou elle l'a mal condamné, ou elle l'a envoyé chez lui. Mais je crois que là aussi, il y a encore plus que dans la République, je crois, une incompréhension totale de comment fonctionne la justice. Et alors, autant on peut le dire que les gens ne connaissent pas les institutions de la République, c'est une réalité. Vous parlez des Sénats, beaucoup de gens vous diront, je ne sais pas à quoi ça sert. Bon. C'est une maison de retraite, certains diront même. Mais par contre, vous parlez de la justice, les gens, ils en ont
aucune idée. Et d'ailleurs, nous, chez l'école Marianne, on a développé une formation spécifique parce que pour le coup, même dans les programmes d'EMC, il n'y a pas de page spécifique, si vous voulez, de plan spécifique de programme sur la justice en elle-même. On en a rajouté un sur comment fonctionnent les tribunaux. Et ce principe de présomption d'innocence, ce principe de double juridiction, pouvoir faire appel. Qu'est-ce que c'est que la Cour de cassation? Qu'est-ce que c'est que le Conseil d'État? Toutes ces choses comme ça, en réalité, ça, c'est encore moins connu que les institutions de la République. Et je pense, et je suis particulièrement persuadé, que s'il y a une confiance en la justice qui est si basse en France, c'est aussi parce qu'il y a une compréhension de comment elle fonctionne qui n'existe absolument pas. Voilà. Et où les gens, quand on pense justice, on pense à un juge, un tribunal, et c'est tout. Alors la justice, c'est quand même un peu plus que ça quand même. Et je pense que là aussi, faire de la pédagogie et transmettre comment fonctionne la justice en France vous ferait de fait remonter la confiance envers la justice. Après, est-ce qu'il y a des problèmes dans la justice? Peut-être, probablement. Là aussi, je ne donnerai pas d'avis politique sur le sujet. Par contre, il est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui, en l'occurrence, moi je donne un exemple personnel, ma mère, il s'avère qu'elle a été convoquée devant un tribunal. Bon, tribunal civil en l'occurrence, tribunal des familles. Elle était angoissée à un point inimaginable, inconsolable, elle était paniquée complètement, elle m'a dit de toute façon ça va être, ils vont pas m'écouter, de toute façon c'est fini d'avance. Et en lui expliquant, en lui disant mais attends maman, ça marche plutôt comme ça, mais tu sais que s'il y a une condamnation, tu peux faire appel, tu sais quand même que le juge, il doit respecter quand même la loi à la base, il fait pas tout ce qu'il veut. Bref, en expliquant les principes de base de la République, ça l'a un peu rassuré finalement. Et en plus, elle a gagné. Bon. Mais ceci étant dit, ça montre, je crois, parfaitement bien que, en l'occurrence, la confiance en la justice, elle est aussi gangrénée par le fait que les gens ne comprennent pas comment ça marche. Et c'est un grand enjeu aujourd'hui. Et donc, pour revenir à ce que tu disais sur les symboles de la République, Jérémy, la justice, c'est un élément central de la République qui est trop souvent oublié. Moi qui fais des études de droit, je crois que c'est fondamental la justice au sens que chacun qui ne respecte pas les lois de la République passe devant un tribunal et est condamné, mais la justice aussi pour nous, s'il nous arrive quelque chose, il y a une justice compétente pour derrière réparer ce préjudice. Et c'est cette double chose qui est hyper importante et qui fait partie entière de ce que c'est l'être citoyen. Parce que être citoyen, c'est participer, voter, etc. Mais aussi participer à un système où on rend justice, où on pourra réparer un préjudice si on en a un, où on sera puni si on en commet. Et c'est un élément central de la République et je crois n'est pas assez mis en avant. Et en tout cas, nous, on essaye de le faire au maximum, mais c'est quelque chose qui est encore moins mis en avant et on se dit, bon, tant pis. Mais je crois que c'est fondamental. Et en tout cas, je suis persuadé d'une chose, c'est que ça remonterait la confiance envers la justice, ça c'est certain. Parlons laïcité. Alors, sur les autres symboles de la République, vous pouvez de toute façon les découvrir quand vous faites la formation en ligne de l'école Marianne pour aller beaucoup plus loin là-dessus. En tout cas, je pense qu'on peut vraiment tous remercier notre invité. Il mérite à mon avis quelques applaudissements. Merci beaucoup Samuel pour tout ça. Alors, avant de nous quitter, reparlons un petit peu du livre qu'on avait évoqué à la dernière émission. Faut-il croire dans la laïcité ? Bien sûr, c'est une question un peu rigolote, vu l'émission qu'on fait, bien sûr, mais surtout l'auteur, c'est notre Jean Cry, qui a recensé beaucoup de dessins de beaucoup d'émissions de radio Parlons laïcité dans cet ouvrage avec plein de caricatures que vous pouvez acheter pour la modique somme de 17 €. Alors si vous voulez qu'on vous l'envoie, c'est possible, mais c'est un peu plus cher parce qu'il y a les frais de port. Mais vous pouvez nous contacter aussi si vous le souhaitez. Et puis pour ceux qui sont dans le public, si vous voulez l'acheter, Jean Cry se fera un plaisir de vous faire une petite dédicace, voire peut-être une caricature personnelle. On verra avec lui, il faudra voir et négocier bien. Donc si vous mettez un petit billet, à mon avis, il sera tout à fait d'accord. Voilà, bien sûr, c'est pour la blague. Voilà, ça c'était pour ce petit livre que vous pouvez trouver. Et puis, on se retrouve bien évidemment le mois prochain pour une nouvelle émission qui aura lieu le 6 novembre. On parlera de cette fois de laïcité et transport en commun. Et sur cette émission laïcité et transport en commun, nous aurons Guillaume de Pincé, qui est médiateur et ergonome, qui va nous parler comment ça se passe là-dessus. En remerciant encore une fois Alain, remercions Jean Cry, notre caricature, remercions les équipes techniques et vous tous, très cher public, je vous dis au mois prochain.
Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.